Bocal, le podcast qui parle rémois. Bonjour et bienvenue dans Papote, le podcast de Bocal où l'on prend le temps de discuter, de rencontrer des artistes, de comprendre leurs passions, leurs doutes et ce qui les met en mouvement. Mon premier invité est Clément Timsit, musicien, bricoleur, auteur, compositeur, passé par divers projets musicaux bien connus des Rémois, notamment Rouge Congo. Ouais. Mon second invité est Charles Levalet, street artiste et plasticien, qui fait surgir des personnages dans les rues, sur les murs du monde entier. Aujourd'hui, ils sont réunis pour vous pour un projet musical commun, Paresse. Comment ça va les gars ? Ça va. Et toi ? Bah écoute, ça va très bien. Je commence à prendre l'habitude qu'on me pose des questions. Au début, je savais pas quoi répondre quand on me demandait dans les podcasts. J'étais surpris. Voilà, je commence à prendre l'habitude, donc je prépare mes réponses et je dis ça va bien. Bon bah super, tant bien. On va parler donc un petit peu de vous aujourd'hui, de votre passion, comment elle est née, votre parcours, jusqu'à parler de Paresse, votre projet commun. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a fait tomber dans ce que vous faites aujourd'hui, dans votre passion, que ce soit la musique ou l'art visuel graphique ? Disons que c'est des choses qui remontent à l'enfance, quoi, que ce soit la pratique de la musique ou les moyens d'expression graphique. C'est des choses, en tout cas pour ma part, que j'ai toujours pratiquées. La musique est arrivée en même temps que les arts graphiques, du coup, durant l'enfance ? Disons que j'ai commencé la musique quand j'étais petit. J'ai une formation de saxophoniste à la base, dont je me sers plus vraiment aujourd'hui. Et après, sur ce qui est de la partie graphique, comme tous les enfants, je dessinais, mais disons que ça s'est déclaré comme étant une réelle direction pour l'existence plutôt à l'âge de l'adolescence et au début de l'âge adulte, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé des dessins dans ta chambre au collage dans la rue ? J'ai une formation assez classique, j'ai fait une fac d'art plastique et le fait de faire des trucs dans la rue, pour moi ça a toujours été assez naturel dans la mesure où j'ai grandi dans la culture hip-hop, comme j'ai grandi en Guadeloupe, c'est une région où la culture hip-hop est très développée et je faisais du graffiti quand j'étais ado et en fait après j'ai fait complètement autre chose et c'est plus tard à la fin de mes études quand je suis parti vivre à Paris pour préparer la Greg que je me suis retrouvé avec plein de dessins où j'ai pas mal travaillé le dessin et je savais pas trop quoi en faire et j'ai vu qu'il y avait des trucs dans la rue, j'ai commencé à les coller dans la rue et ça a démarré comme ça, quoi. C'était la solution de facilité du coup de commencer dans la rue plutôt que dans des galeries ou... Disons que c'était pas tellement une solution de facilité, plutôt une solution de liberté, quoi, ouais. Qui m'assurait une indépendance totale sur les moyens de production et de monstration, quoi. Et toi, Clément, à quel moment la musique rentre dans ta vie et comment se déclare cette passion ? Ça a commencé quand j'ai mes parents qui m'ont un peu forcé quand j'étais petit. Ça commence souvent comme ça. Voilà, à faire du piano classique avec une prof privée quand j'avais 7 ans. Et mon piano classique, mais en fait j'aimais bien ça, mais assez vite. Au début, je râlais un peu pour y aller, puis après, je pense que j'avais la chance d'avoir une super prof qui était très, très sympa et elle me valorisait beaucoup dans ce que je faisais, donc ça me mettait beaucoup en confiance. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à même apprendre le piano classique. Et après, mon père jouait de la guitare et il m'a appris la guitare. Je suis venu à la musique comme ça, et en apprenant la guitare quand j'avais 12-13 ans, l'âge à laquelle on apprend la guitare en général en autodidacte, c'est à peu près à ces âges-là, pour jouer un peu sur la plage, pour les filles, quoi. Le truc classique qui marche pas. Mieux que le saxo, c'est ça, sur la plage ? Le saxo sur la plage, ça marche. J'ai aussi appris la guitare vers 12-13 ans parce que j'avais bien compris que le saxo c'était pas possible. Non, ça marche pas trop sur la plage peut-être. Hein. Ça j'ai marchait. jamais vu un gars. Tu serais le seul, remarque, donc ça peut attirer les foules. Non, mais je pense que ça devait marcher peut-être dans les années 80-90, mais là c'est has-been. Avec une chemise blanche ouverte. Ouais. Donc après la guitare m'a fait réapprendre le piano en autodidacte aussi, parce que quand j'ai commencé vite à composer, quand j'ai appris la guitare, j'ai pas appris à jouer un morceau, j'ai appris à écrire tout de suite des morceaux qui étaient pas terribles, mais moi j'aimais bien faire ça, j'aimais bien inventer, quoi. Donc j'ai inventé des trucs, et puis après quand j'ai joué à la guitare, j'ai essayé de les faire aussi au piano, puis après j'écrivais des chansons, et très vite, à partir de 13 ans, j'ai fait que écrire des chansons avec des groupes successifs. Nombreux, ouais, au collège, au lycée, et ensuite un peu plus âgé quand je suis venu à Reims, parce que j'étais à Soissons enfant, et voilà. Ouais, c'est venu un peu comme ça. Donc c'est pas la
passion qui t'a amené à la musique, mais c'est la musique qui t'a amené à l'amour de la musique, en fait. Je sais pas si je peux dire ainsi, mais t'étais pas passionné à la base par la musique, quoi. C'est obligé. Les souvenirs que j'ai quand j'étais petit, j'étais un peu fasciné par la musique en général, mais par les groupes, en fait. Quand j'entendais une musique, un groupe de musique, c'est des premiers souvenirs que j'ai, peut-être vers 4-5 ans, j'entendais des musiques et je me disais comment ils arrivent avec tous ces instruments à faire un truc unique. Ouais. Et à faire une chanson, quoi. Et je trouvais ça fascinant, et quand j'étais petit, c'est ce qui me fascinait, quoi. Et je pense que ça, après, ça m'a conduit dans la musique, et heureusement j'ai eu un petit coup de pied au cul par mes parents pour faire de la musique, et je les remercie, mais je pense que c'était important, quoi. Et ça m'a donné un peu, je sais pas, bon, c'est un peu cliché, mais peut-être mon moyen d'expression, ça a été ce biais-là, quoi. Oui, c'était ta façon de t'exprimer, de faire ressortir des émotions qu'on peut avoir petit, et ensuite de raconter des histoires, peut-être. Ouais, je pense que c'était ça, ouais. Avant même de savoir mettre des mots dans ta musique, il y avait déjà ta musique qui exprimait un peu exactement. Ce que tu ressentais. Ouais, ben moi je crois beaucoup à ça, avec la musique, justement le poids des mots, c'est important, et je suis très sensible à ça aussi, mais je pense que les musiques, elles peuvent aussi parler beaucoup, quoi. Et c'est des phrases aussi, quoi. On peut dire beaucoup en musique. En tout cas, on peut beaucoup exprimer. Après, on est souvent beaucoup incompris aussi. Moi, je suis fasciné par les gens qui arrivent à raconter des histoires en musique sans mots. Ouais. Il y a un titre d'une chanson qui veut dire quelque chose, et après, tu n'as pas de parole. Ouais. Et moi, j'avoue que c'est quelque chose qui me perturbe un peu. Comment on raconte une histoire juste avec des notes ? On se laisse porter par l'émotion de ce qu'on va raconter. En tout cas, l'histoire, on se l'imagine. Et puis, en s'imaginant cette histoire-là et en s'imprégnant de cette histoire ou de l'ambiance qu'on veut rendre, il y a des notes qui sortent. Je sais pas, c'est l'ambiance, en fait. On essaie surtout de plus qu'une histoire. Une histoire, c'est compliqué, mais on peut. Hein. Mais c'est plus une ambiance, quoi, une atmosphère. Et Charles, pareil, les premiers dessins, ils racontaient quelque chose. Ils racontaient ce que tu ressentais. Ils racontaient ce que tu vivais. Non, pas spécialement ce que je ressentais ou ce que je vivais, mais ça raconte quelque chose, ouais. Mais aussi, les arts plastiques, c'est la même chose, hein, que la musique, dans la mesure où on raconte des choses sans mots, quoi. C'est vrai. Mais à la différence qu'il y a des signifiants qui sont identifiables, alors que les sons, c'est purement abstrait. Mais ça participe un peu du même, en tout cas de la même démarche intellectuelle, je pense. En tout cas, quand on cherche à raconter quelque chose, c'est savoir quel signifiant on met en avant pour faire passer ce qu'on a envie de faire passer. Et je pense que c'est pareil dans la production musicale. On peut raconter une histoire, on peut très bien imaginer jouer avec deux instruments qui seraient deux personnages, qui se répondent. On peut très bien essayer de raconter une histoire en ancrant une musique dans des codes qui sont connus et qui vont faire émerger, j'en sais rien, si on veut faire une production qui fait penser à la plage californienne, il y a plein de codes musicaux qu'on peut solliciter pour amener l'auditeur à être transporté dans cet univers-là, quoi. Et quand vous commencez à créer, lorsque vous êtes petit, est-ce que vous vous imaginez déjà vivre de ce que vous faites, ou alors c'est juste... vous n'avez pas cette envie, ce but, ce rêve, vous le faites soit le dessin, soit la musique, hein. Peu importe, mais moi c'était je pense plus un rêve quand j'étais petit, ouais, de pouvoir en faire, en fait je rêvais plus de faire des choses de qualité, de réussir à produire quelque chose de positif, de faire des concerts, d'avoir des groupes, etc. Je pensais pas tellement à l'aspect je sais pas à rentabilité, mais en tout cas d'en vivre, quoi. J'y pensais pas du tout, évidemment. C'était plus après, quand on est petit, bon, on a des rêves un peu fous. Puis après, quand on est ado, on a encore des rêves un peu fous. On a des idoles et puis on veut leur ressembler. Donc moi j'avais envie à un moment donné d'être connu pour ce que je faisais, quoi. D'accord. Après, c'est devenu beaucoup plus secondaire, ça. Mais quand j'étais ado, c'était un peu ça l'idée. Ouais. On est en toute franchise, ouais, c'était un peu ça. Mais en fait, ce qui m'a toujours motivé, c'était plus de créer, quoi. C'est juste ça. D'accord. Ouais. Et au-delà d'en vivre, quand même, être reconnu pour ce que tu fais, avoir un certain succès et de la réussite. Ouais, après, ça, c'est mentir de dire que ça fait rien du tout, évidemment. Mais le vrai moteur, en tout cas, dans ce que je fais, c'est l'amour que j'ai à le faire déjà. Et à le partager et juste à créer, quoi. Juste ça. C'est juste ça le vrai moteur, quoi. Et avant de parler
et de réfléchir au succès, il y a également un chemin semé d'embûches. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur ce que vous faisiez, des envies de tout arrêter, un dégoût pour finalement votre passion qui devenait trop débordante? Bah, j'en sais rien, mais si on doit parler, moi, mon travail, je vis de ce que je fais en tant que plasticien. Je fais ça parce que, je sais pas, quand assez jeune, vers 17-18 ans, j'avais envie de faire ça parce que le reste m'intéressait pas, en fait. Enfin, c'est ça qui m'intéressait, quoi. Mais après, le métier en soi, il y a plein de choses qui sont hyper contraignantes. Enfin, en vivre, ça nécessite de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, et évidemment, et des fois où on a envie de claquer la porte, de se dire je peux aussi aller faire un métier plus simple et juste créer quand j'ai envie de créer, quoi. Ouais, c'est le juste milieu entre la passion et le métier, trouver l'équilibre de faire suffisamment ce qui nous plaît et d'en vivre. Mais je pense que d'ailleurs c'est quelque chose qui pour nous est assez précieux, c'est que la musique c'est pas notre métier en soi. Et ça nous laisse une marge de liberté qui est énorme, parce qu'on n'a pas d'impératif économique derrière, quoi. C'est vrai. Et justement, tu parlais de contraintes de la vie d'artiste. Souvent, quand on pense à vie d'artiste, on pense à liberté, vie de bohème, etc. Et hormis la contrainte financière, c'est quoi les contraintes d'une vie d'artiste? Dans certains cadres, quand même. Déjà, personne te dit ce que tu dois faire quand tu te lèves le matin, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même être très rigoureux. Ouais. Dans le fait de créer, quoi, au jour le jour, quoi. Faut être quand même assez focus sur des objectifs, sur machin, et puis faut être très organisé et très rigoureux, quoi. Et c'est une discipline qu'on s'applique à soi-même, mais c'est pas toujours très agréable. Et toi, Clément, les contraintes que tu aurais rencontrées, pareil? Ouais, bah c'est vrai que c'est pas mon métier. Oui, c'est pas ton activité, on en parlera. Ouais. Mais la musique, oui, la contrainte de se mettre le matin à bosser alors qu'on est tout seul chez soi et avec c'est comme dit Charles, effectivement il faut des objectifs, des dates, de se mettre soi-même des deadlines. C'est vrai que c'est pas très sympa, ouais. C'est un peu contraignant, mais c'est pour ça que moi j'ai souvent fait des projets à deux. Tu fais bien en parler. À deux, on en reparlera. Voilà, parce que je trouve que c'est un truc qui me va bien. En plus, c'est plus simple de faire des projets à plusieurs ou à deux ou voire plus que de faire des choses tout seul. Parfois, on se sent un peu plus porté aussi. Ouais, effectivement. J'avais prévu d'aborder ce sujet. Je t'ai vu beaucoup dans des projets où tu n'étais jamais seul. Et justement, je voulais savoir pourquoi tu ne créais pas seul. Contrairement à Charles, j'ai l'impression que tu es beaucoup plus solitaire justement dans ton travail. Alors, pas musical peut-être, mais l'illustration, le graphisme. Toi, au contraire, tu as toujours eu besoin d'être entouré parce que tu veux partager ou parce que tu as besoin de ce cadre? Je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Ce que je dirais comme ça, avec un peu de faux semblant, c'est que j'aime partager la musique et que ça se partage. C'est beau. Et c'est beau, mais c'est un peu faux probablement. Probablement que c'est un problème aussi de confiance. Que là, maintenant, je me sens... il y a quelques années, c'est sûr que c'était plutôt ça d'ailleurs. C'était de ne pas sentir capable de faire quelque chose seul. Et alors après, j'ai déjà eu un projet seul, mais vraiment quand j'avais genre 20 ans et j'étais pas allé au bout du projet parce que j'y croyais pas trop en fait, alors que j'aurais pu faire d'autres trucs. Et j'avais rien sorti et j'étais pas allé au bout. Je faisais des dates, mais bon, voilà, c'était pas, j'y croyais pas assez en fait. Mais maintenant, je me fais plus confiance. Je sais ce que je sais faire et je sais ce que je sais pas faire aussi. Et donc là maintenant, la question c'est vraiment plus du partage. Et ce que j'aime beaucoup dans la musique, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux en général et j'aime beaucoup expérimenter et j'aime bien les rencontres en fait dans la musique. Déjà dans une musique, j'aime bien qu'il y ait des choses qui se rencontrent, qui n'ont rien à voir. Et en plus, en termes d'humain, quand on crée à deux, il y a un truc qui se rencontre. Des fois, nous, dans Paresse, il y a eu des exemples assez marrants où il y a eu des rencontres improbables qui ont fonctionné, en tout cas pour nous. Et c'est ça que j'aime beaucoup et ce que je partageais aussi. Ce que je partage encore avec John dans Rouge Congo, c'est ça aussi. C'est d'être avec des gens différents qui ne pensent pas comme moi, qui n'ont pas les mêmes sensibilités. C'est ça qui, j'ai l'impression, qui peut élever un peu ma musique, quoi. Ouais. Alors, je retiens deux choses. Rouge Congo, déjà, existe toujours. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'on n'entendait plus forcément beaucoup parler, effectivement. Il n'y a pas de nouveautés récentes. On a donc le dernier album en 2022. Après, on a eu des enfants
Ouais, ça pas change, pas ça ensemble, change. mais Ah bon. chacun de notre côté. Et ça change beaucoup de choses. Ouais. Ça fait plus d'enfants, du coup. Ça fait plus d'enfants. Et puis non, mais je pense qu'on était allé un peu au bout de ce qu'on voulait faire dans cette période-là de Rouge Congo. Et est-ce que du coup, le projet Paresse te donne un nouvel élan pour Ouais. Rouge Congo? Ouais. Bah oui, un petit peu, ouais, je pense. En tout cas, quand on a commencé à faire Paresse, je sortais d'une phase un peu de, on peut le dire, une sorte de burn-out, un peu de musique de Rouge Congo, parce qu'on a fait beaucoup avec Rouge Congo, et c'était les dernières phases étaient compliquées et c'était un peu poussif même parfois, mais j'ai des super souvenirs et je regrette rien. Mais oui, c'est vrai que ça arrivait à une phase où j'avais envie de refaire de la musique, donc la rencontre avec Charles, c'était parfait, quoi. Ça tombait très bien. Ouais. Et deuxième chose, c'est assez marrant quand on te connaît dans la vie et qu'on sait ce que tu fais, d'entendre dire, enfin marrant c'est pas le terme, mais de t'entendre dire que tu n'avais pas suffisamment confiance pour travailler seul, Ouais. alors que tu as un métier quand même à haute responsabilité. Ouais, c'est vrai. Là, pendant mon métier, j'ai pas ce truc-là. C'est vrai Ouais. que C'est que pour la Ouais. musique. ouais. Oui, donc je suis médecin et puis donc mais je le vis différemment, mais je suis un peu. Mais il y a beaucoup de gens en médecine d'ailleurs qui sont un peu bicéphales comme ça, qui ont une passion à côté très débordante et qui presque pro en fait. Est-ce que c'est pas pour s'enlever de la pression du quotidien aussi C'est un peu un distractif, je pense, ouais. La musique et l'art en général, mais ouais, bon, c'est des choses que je suis vraiment pas l'unique. Hein, mais il y en a beaucoup même à Reims qui ont des activités artistiques en plus de leur activité de médecin. Dans Rouge Congo, si je dis pas de bêtises, ton binôme est aussi médecin. Ouais, comme moi, on a la même formation. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais, on se retrouvait bien là-dessus aussi. Ouais. On va parler un petit peu de votre processus de création également. En commençant par une question que moi je me pose souvent en n'étant pas, je me considère pas comme un créatif. Comment sait-on qu'une œuvre est terminée dans sa création? À quel moment on se dit, là j'ai mis la dernière note, le dernier coup de crayon, je sais pas, le dernier mot? Comment on sait que c'est terminé? À quel moment? Et est-ce qu'une œuvre est terminée? Ouais. Ouais, c'est une question. C'est dur, ça. C'est une question piège. En fait, on ne sait pas. On sait pas. Elle est terminée quand on décide que c'est terminé. Mais il y a une différence entre l'art pictural que tu fais et puis la musique. C'est quand même un peu différent. C'est que la musique, tu peux revenir sur ce que tu as fait. Bah moi aussi. Ouais, mais c'est peut-être plus difficile, non tu peux refaire. Quand tu fais de la peinture, tu peux me mettre des couches sur des couches sur des couches sur des couches de manière infinie. Et, je pense que, en fait, tu ne sais pas quand c'est terminé, tu décides que c'est terminé. Ouais, c'est ça. Et tu décides que c'est terminé quand le résultat te semble satisfaisant, ou bien que tu en as marre, et que tu as envie de passer à autre chose. Mais, enfin, de toute façon, la forme finale d'un projet n'est qu'une version des potentiels du projet, quoi. Ouais, ça aurait pu ressembler à plein d'autres choses, en fait. Ouais. Hein. Ouais. Tu disais quelque chose de juste. Tu peux considérer que c'est terminé quand tu en as marre. Et justement, est-ce que ça vous est arrivé d'en avoir marre d'une œuvre sur laquelle pour laquelle vous avez longtemps travaillé, mais que les gens commençaient tout juste à s'approprier? Et à ce moment-là, vous l'entendiez depuis, ou vous la voyez depuis des mois, des années, cette œuvre, et vous n'en pouvez plus juste au moment où les gens commencent à la connaître, à s'approprier. Est-ce que ça vous est arrivé, ça? Oui, au moins partiellement, mais notamment avec Rouge Congo. Parce qu'il y a eu des choses qui nous ont pris du temps et trop de temps certainement, mais bon, après tout ce qu'on a fait et sorti, c'était en général des choses, comme on travaillait beaucoup dessus, on passait beaucoup de temps, dès que ça nous lassait, finalement on le sortait pas, quoi, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas sorties parce que on s'était rendu compte que ça nous plaisait pas, et en fait quand ça nous plaisait, ce qui fait qu'on assume quand même tout, quoi. J'ai pas eu vraiment ce sentiment, la seule chose c'est un peu le sentiment de la fin de Rouge Congo, de la période en tout cas, parce que c'est pas vraiment fini, mais la période de 2022, quand on termine le projet, on avait un truc qui commençait vraiment à prendre forme en live notamment, et puis ça a dû se terminer. Après c'était la vie, quoi, c'est comme ça, il y a eu les enfants machin, mais il y a ce petit regret là, de se dire que c'est tout. Non, mais sinon je le ressens pas tellement. Et est-ce que vous avez la nostalgie de vos œuvres passées? Est-ce que vous revenez souvent dessus, ou une fois que c'est créé et que seul le public se l'approprie, voilà, vous passez à autre chose et on ne revient pas dessus? Moi, pas du tout. Moi, en général, même dans mon travail de plasticien, quand j'ai terminé une œuvre, je l'emballe et je la mets dans mon garage parce que j'ai plus envie de la voir, quoi. Et j'ai aucun plaisir ou aucune nostalgie
des choses que j'ai faites. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil dans la musique. Je prends beaucoup de plaisir au moment où on produit, ou machin, ou je sais pas quoi. Et en fait, dès qu'on a fini un truc, j'ai très vite envie de passer au truc d'après. Quoi. Après, il y a aussi quelque chose en tout cas la partie street art, de très éphémère dans ton art. Oui, après, je fais pas que ça. Ouais. C'est principalement pour ça que je suis connu, mais tu te doutes bien que je gagne pas ma vie en collant des trucs gratuitement dehors. Du coup, je fais d'autres choses. Ouais. Je travaille avec des galeries, je fais des œuvres un peu plus conventionnelles, quoi. Mais bon, c'est pareil, quoi. J'ai aucun plaisir ou aucune nostalgie À revenir dessus une fois que c'est fait. dessus. Ah ouais, une fois que c'est fait. Et je pense tout de suite à ce qui va arriver après. Je me retourne pas trop sur. Moi, il y a de la nostalgie, mais c'est pas vraiment de la nostalgie, c'est plus des fois de la frustration sur des trucs que j'ai fait. Et je me dis, j'aimerais refaire ce style-là, parce que j'ai fait plein de choses différentes, en fait, déjà, dans ma carrière, on va dire. Et donc, des fois, je réécoute un truc et je me dis, ça, c'était cool, j'aimerais bien le refaire. Et je réécoute et je me dis, mais... Donc je ressens une petite peine à me dire que je peux pas le refaire parce que je suis pas dans le même mood, j'écoute pas les mêmes choses et en fait c'est pas tellement je pourrais pas le refaire avec la même sincérité, quoi. Ouais. Cette petite nostalgie là, je l'ai là-dessus, mais là j'essaie vraiment aussi d'être dans l'action et de faire des choses, en fait, parce qu'il y a que ça qui compte, en fait, vraiment, et de pas trop me retourner, effectivement, un peu comme dit Charles. Je pense que je le rejoins là-dessus, là. En tout cas en ce moment, j'ai pas toujours été comme ça, mais là c'est vraiment l'idée, ouais. Et la seule nostalgie, ce sera celle des premières fois, les premières œuvres qui sont un peu c'est timides. souvent ça. Ouais. Ouais, c'est souvent ça. Est-ce que vous essayez de rechercher cette première fois-là quand vous créez J'ai déjà essayé, ça marche pas, en fait. Ouais. On se remet dans le même mood. Il y a un peu de gris-gris. L'innocence est perdue. Ouais, c'est foutu. en fait, on peut pas, quoi. On peut pas. Et c'est pas grave, en fait. Et c'est tant mieux, parce qu'il y a d'autres choses. D'autres premières fois. Il y a d'autres premières fois, ouais. Bah, tout est une première fois, en fait. Et pour continuer dans votre processus de création, est-ce que vous avez des inspirations, des références fondatrices qui ont formé votre art? Dada pop. Non, moi j'ai toujours été assez mal à l'aise avec cette question-là de la référence. De la référence, de la figure tutélaire, tout ça. Je considère que en tant qu'artiste, on est influencé par absolument tout ce qui nous entoure, et même pas par ce qui n'est pas du tout artistique, quoi. Je pense que les directions qu'on peut prendre l'un ou l'autre dans nos choix artistiques, ça peut venir autant d'une culture familiale que d'un amour pour un genre cinématographique ou pour de la littérature. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que les influences sont tellement diverses que pointer une influence en particulier, c'est toujours hyper restrictif, quoi. C'est un amalgame d'influences qui forme en fait ce que tu es. Puis peut-être un peu à nos âges aussi. Peut-être que quand tu réponds peut-être pas à la même question quand tu es ado, quand tu es jeune adulte. Ouais. Où là, tu baignes encore un peu dans tes références. Ouais, où t'as des idoles, quoi. Ouais, t'as des idoles, et puis tu sais que tu te dis que ça changera jamais, alors qu'après tu prends du recul un peu sur. Puis en tout cas, moi, dans la musique, il y a eu vraiment, mais je pense que toi c'est pareil, j'ai beaucoup eu de phases, en fait. J'ai écouté des trucs très très différents pendant des phases et des obsessions successives sur plusieurs choses, qui fait que du coup, je peux pas me dire que j'ai une référence. Ouais. Il peut y avoir peut-être des références communes à ce projet-là, si on prend un peu nos deux mondes et on va trouver des points de convergence, quoi. Mais je sais pas qui on pourrait. Enfin, sur Paresse, on pourrait. Mais le problème des références, c'est que c'est toujours des. Enfin, quand on m'a posé la question de nombreuses fois dans le cadre de mon métier de plasticien, c'est toujours des références a posteriori. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas des choses qui sont au point de départ, mais c'est après, tu fais un truc et tu dis tiens, en fait, ça me fait un peu penser à ça. Ouais. Tiens, ça ressemble un peu à ça. Ah, en fait, on pourrait faire un lien avec ça. Mais c'est toujours des références a posteriori. Ouais, en vrai, tu sors ce que quoi, tu sors ce que tu peux sortir. C'est pas calculé, tu dis pas tiens je vais imiter tel style ou tel style, tu fais ce que tu peux avec ce que t'es, quoi. C'est peut-être plus les gens qui pointent les références ou les ressemblances avec ouais, c'est vrai, des fois c'est vrai que ça peut restreindre aussi un petit peu un projet, et ça peut te donner des fausses idées aussi. Tu peux te dire que du coup toi tu fais ce style là alors qu'en fait
faut pas se poser ces questions-là. Puis quoi. après, peut-être que pour toi, Clément, c'est peut-être plus possible de se dire ok, je vais essayer de faire un truc comme un tel et de le faire parce que tu sais tout faire musicalement. Moi qui suis un peu un branque, je fais vraiment ce que je suis capable de faire, quoi. Je peux pas me dire tiens, je vais imiter tel truc ou tel truc parce que j'en suis pas capable, en fait. Mais est-ce que c'est pas mieux du coup? Je pense que c'est mieux. Bah, disons que ça garantit une certaine forme D'authenticité, parce Ouais. que comme tu sais pas faire autre chose, bah, tu fais ce qui te vient et finalement c'est ça qui fait un style, en fait. Ouais. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, on a l'âge de nos idoles d'adolescents. Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi. Même peut-être un peu plus. Ouais, un peu plus vieux quand même. Ouais, je voulais pas trahir mes âges. Avec la musique, on est vite confronté à son public. En tout cas, quand on joue devant du public. Quand on est plasticien ou même street artist, comment on se confronte à ce public-là? C'est lors d'exposition uniquement? C'est Le rapport au public. Tu veux pas slammer dans la foule, toi? Ouais, non, c'est Ça compliqué. serait Ouais. bizarre. Non, bah oui, la première fois tout. c'est les vernissages des expositions et puis après, c'est une relation à distance, quoi. Hein. Ouais. C'est le public qui t'écrit sur les réseaux, sur les machins. Oui, j'allais dire via les réseaux. Voilà, quoi. Et comment ça se passait? Parce que, encore une fois, sans trahir ton âge, ça fait très longtemps que tu fais ça. Peut-être même avant l'avènement, autant des réseaux sociaux. Ça se passait comment? C'était Giscard d'Estaing, non? Ouais, c'est ça. Alors, Pompidou. j'ai 37 ans, donc je suis pas si vieux, pas déconner. Et, Merde, Plus jeune que moi, en tout cas, donc tu peux me permettre. non, en fait, je fais vraiment partie d'une génération d'artistes où, en fait, j'ai commencé à être artiste professionnel entre guillemets, c'est-à-dire à gagner ma vie un peu avec ça. Vers 2012-2013 et ça correspond à la période de l'essor d'Instagram, quoi. Ouais. Donc moi j'ai une pratique artistique qui s'est développée de manière concomitante à celle des réseaux sociaux, quoi. Et je fais partie de cette génération d'artistes où on a très vite presque plus besoin des galeries ou des médias parce qu'on était notre propre média, quoi. Et puis, il faut le dire, tu es quand même très suivi. Enfin, tu as une certaine renommée et tu es très suivi sur les réseaux. Pour autant, et c'est même tout à ton honneur, je vois que tu profites pas de cette notoriété pour Paresse. Tu vois, les comptes de Paresse sont parfois publiés en collaboration avec le compte de Clément, par exemple. Jamais avec ton compte de street artist. C'est une volonté de ne pas mélanger ces deux univers ou... Bah, c'est des projets qui sont très différents et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors effectivement, je pourrais profiter de ça pour avoir plus d'audience, mais j'ai l'impression... que ça changerait grand-chose. Ouais, mais j'ai l'impression que le projet il doit trouver sa propre Ouais. audience, Ouais, en bien fait. C'est peut-être pas les mêmes publics. Ouais, c'est pas les mêmes publics. Je pense que ça... Parce que, en fait, ça, c'est un truc aussi sur Insta. Je pense que si tu postes une photo de... Je sais pas, De mon chien. de ton chien... Ça que fera je n'ai plus pas. de likes que de Bah, que peut-être la que tu auras musique. des likes, mais en tout cas, ouais, ça va juste décrédibiliser. Ouais, non, ton mais le compte. chien, c'est pas un bon Non, exemple parce c'est que les pas. gens aiment les chiens. Et mais, puis t'as pas de chien en plus. et en Tu plus, peux j'ai pas de chien. Ouais. Faudrait que t'achètes un chien et que tu le prennes en photo, ça n'aurait pas de sens. Ouais, ou que je le vole. Ouais. Mais sur les réseaux, une photo de ce qu'on est a plus d'importance que ce qu'on fait finalement. Un selfie tout pourri au réveil aura une bien plus grande visibilité Maintenant, oui, c'est vrai. qu'un Ouais. dessin, une chanson que tu postes. Et t'as qu'à voir sur TikTok, c'est beaucoup ça en fait. Ah, je n'y vais pas, Ah. justement pour éviter. Bah, d'être nous, on est un confronté peu à ça. sur TikTok. Ouais, on fait de la sociologie sur TikTok. J'avoue, Principalement. j'ai essayé de casser l'algorithme, j'ai pas réussi pour l'instant. Non, c'est. Bah oui, le plus c'est un peu pété, plus ça marche en fait. Hein. Ouais. Bon, quand t'aimes bien faire des trucs un peu où il y a une esthétique et tout, c'est un peu déprimant quoi. Des Ouais. fois. Mais bon, c'est la vie. Hein, c'est comme Ouais, il faut pas se dire que ça ne marche pas parce que Ouais, c'est ce ça. que vous faites n'est pas bien. C'est Ouais. le réseau social qui, ça. Ouais. qui est ainsi fait. Ben là, c'est possible. Je pense que c'est dur quand t'es un jeune art. Nous, on va pas dire qu'on est vieux pendant tout le podcast, mais on a plus de maturité, plus de confiance en ce qu'on fait. Mais quand tu commences et que t'as beaucoup de doutes, je pense que les réseaux, ça peut vraiment te perturber beaucoup dans ta création. Et du coup, tu peux te mettre à faire des trucs qui sont à l'opposé de ce que tu veux faire vraiment. Oui, pour aller chercher ce qui Pour marche. aller chercher ce que les gens veulent. Alors qu'en fait, ce que les gens veulent, ils veulent juste un truc singulier. Il faut juste être toi, quoi. C'est juste ça qui est C'est un important. peu la problématique sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je pense que c'est très le même déceptif ton, la après, même hein. voix, les mêmes. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. et puis on s'est posé la question hein, de comment communiquer, etc. Mais assez vite, finalement,
on s'est dit que ce qu'on faisait sur les réseaux devait être avant tout guidé par le principe de plaisir, sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. Ouais, et On n'est pas là pour se faire chier, quoi. vous avez le mérite justement de ne pas aller vers la facilité dans votre musique. Une pop française, en fait, pas comme celle qui est à la mode aujourd'hui, qui tire beaucoup vers l'électro. Vous, ça reste des sons modernes. L'électro aussi, c'est de là où enfin, l'électro, oui, Ouais, on peut dire. Code Wave, électro, un petit peu ce que tu faisais. Et ça reste, et c'est pas une critique quand je dis ça, mais ça fait plus la nouvelle vague française, presque, de chansons françaises qu'on avait dans les années 2010, que j'aimais beaucoup à cette époque-là. Ouais. Et du coup, vous n'allez pas forcément vers la facilité avec ce projet. Donc, c'est tout à votre honneur. Ouais, en fait, on n'a pas. C'est vrai c'est parce qu'on réfléchit pas on a réfléchi. Déjà, ça s'est passé. Pour parler un peu la jeunesse du projet, c'était les chansons de Charles, voilà, c'est parti de là. Et il m'a envoyé. En fait, on se connaissait depuis, je sais pas, 1 ou 2 ans, 2 ans peut-être, 2-3 ans. On a des enfants qui vont à l'école au même endroit, on est voisins et tout. Et puis on faisait du skate ensemble. Et puis il me parle de ses chansons, et puis je dis bah envoie et tout, je verrai et tout. Et en fait, on a commencé à bosser comme ça parce que les chansons étaient et ces démos étaient déjà vraiment de bonne qualité. Et il y avait des choses à refaire quand même, hein. Donc du coup, il y a eu j'ai fait les arrangements et j'ai commencé plus comme réalisateur de ces chansons. Ouais. Et je sais plus quelle était ta question initiale. Moi non plus. Bah c'est super. Et donc c'est parti un peu comme ça. Le groupe, D'accord. ouais. Bon, on en reviendra de toute façon plus tard, la rencontre et comment ça s'est passé. Pour continuer sur les influences et aussi la rencontre avec le public, parce que je pense que c'est surtout là que vous ferez un vrai avis sur votre musique, c'est lorsque vous irez à la rencontre de votre public. Mm-hmm. C'est quoi tes premiers souvenirs de concert, Clément ? Moi, mon premier souvenir, il est incroyable. C'était la cour du collège en 3e, avec mon premier groupe de musique. La pression de jouer dans son collège. Hein. Après le brevet. Et ça va. que mes compos avec mon groupe de rock, quoi. Qui s'appelait le premier il s'appelait The Mad Dogs. Je l'ai pas connu celui-là. Non, je pense pas, non. Ouais, mais tu sais, j'avais je sais pas, t'as quel âge quand t'es en 3e? T'es 14 ans. 13-14 ans, ouais. Ouais, j'avais 13 ou 14 ans. Ouais, c'était, je pense que si je revoyais le truc, la vidéo, j'aurais des choses à dire, mais le souvenir était génial. Ça veut dire qu'il y a une vidéo qui existe. C'est possible, ouais. Ok, ouais. The Mad Dog, on va et chercher. Et c'est marrant parce que pour l'anecdote, après ce concert-là au collège, donc ça remonte quand même, il y a un gars qui vient me voir après le concert, donc c'était à Soissons, dans un collège de Soissons, et le gars en question, c'est Antoine, qui a été guitariste de Rouge Congo très longtemps, et qui m'a toujours suivi dans tous mes projets. Là, il me suit plus, mais c'est pas grave, un jour il me resuivra. Mais il s'est un peu détourné un peu de la musique, mais c'est drôle, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc il a été dans mon groupe après, et dans tous mes groupes en fait. T'as toujours suivi. Ouais. Et toi, Charles, est-ce que tu as des souvenirs en tant que musicien de scène ? Oui, mais j'ai des. Alors oui, chanson d'impro. C'est vrai que j'ai des souvenirs effectivement d'avoir de représentations de musique d'ensemble avec des cuivres quand j'étais au collège. Mais c'était pas hyper glorieux, surtout c'était pas du tout un projet personnel, quoi. C'était vraiment dans le cadre de cours de musique, quoi. Et après, oui, j'ai fait un peu de scène parce que j'ai fait pas mal de théâtre d'impro quand j'étais étudiant et que je vivais à Strasbourg. On a une super scène à Reims de théâtre d'impro. Ouais, mais j'ai un peu lâché ça, quoi. Et avec un pote, on avait un groupe de musique improvisée qui se composait d'une guitare et de 2 voix. Et ce groupe s'appelait Ça va sans plus. C'était Gilles dedans ? C'était Gilles, ouais. Gilles qui a fait la trompette sur Parès. D'accord. Et voilà. Donc, on, dans des schémas assez classiques par rapport au théâtre d'impro, on montait sur scène avec absolument rien. Et on demandait au public un style de musique, un thème de musique ou des personnages ou des choses comme ça. Et puis on improvisait les chansons sur scène, quoi. Mais faut relancer ça. C'est trop on le fait de temps en temps en répète. Ça donne toujours des trucs assez saugrenus, quoi. Mais j'aime beaucoup cet exercice. Et ça aide à créer. On n'a pas encore essayé, on avait dit qu'on le ferait, mais on n'a pas encore essayé de créer comme ça. Non, mais après... De toute façon, quand tu écris sur des prods et des choses comme ça, non, ça n'a rien à voir. Non, j'écris. Là, c'est écrit, mais l'exercice est vraiment cool, quoi. Et j'aime toujours faire ça sur scène. Bizarrement, j'ai beaucoup moins de pression
à arriver sur scène avec rien du tout Ouais. que de devoir interpréter une chanson que je suis censé connaître, quoi. Mais tu dis que le public sera peut-être plus indulgent si tu arrives en Je impro, pense peut-être. tu dois avoir la peur du texte non su aussi. Ouais. Ouais, et puis je sais pas, enfin après c'est parce que je suis rompu à l'exercice, du coup je suis en confiance, quoi. Je sais qu'il y a quelque chose qui va sortir et que même si c'est un peu pourri, je saurais faire une pirouette pour tomber sur mes pattes, quoi. Pour le rappel de votre premier concert. On a fait un truc complètement sauvage. On a fait un premier concert déjà, et là on n'avait pas fait de chanson impro, mais t'as fait une chanson impro bon, c'était une fin Ouais, d'anniversaire. fin de soirée, ouais. Et on a fait un concert improvisé avec une chanson improvisée dans un concert improvisé. C'était pas mal, ouais. Mais bon, Un peu graveleux. Un peu grave. Ouais. Oui, fin de soirée, quoi. Ouais, voilà. Et Charles, tu le disais tout à l'heure, tu as grandi en Guadeloupe. En quoi ça a influencé oui, on passe à un autre sujet. Hein. En quoi ça a influencé ton art? Très bien. Bah, je pense que là où ça a le plus influencé mon art, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que vraiment j'ai grandi dans la culture hip-hop à fond, quoi. Quand j'étais au collège, je faisais du breakdance, je faisais du rap, du graffiti, j'étais à fond là-dedans, quoi. Et je pense que si j'avais grandi dans la Meuse, j'aurais été peut-être moins là-dedans, quoi. Ah, c'est pas dit. De l'ennui crée. Je sais pas que tout le monde s'ennuie dans la Meuse, et puis au-delà de ça, je pense que il y a des couleurs musicales auxquelles j'ai été habitué très jeune. Toute la musique antillaise, hein, le zouk, tout ça, machin, mais par capillarité, toutes les musiques sud-américaines aussi, parce que à la radio en Guadeloupe, t'entends beaucoup de salsa, de choses comme ça, machin, et finalement c'est des sonorités, une manière de faire de la musique à laquelle j'ai toujours été un peu acclimaté parce que ça baignait dans mon environnement, et aujourd'hui c'est quelque chose qui m'habite encore, quoi. Donc la Guadeloupe est toujours un peu présente, même dans Paresse. D'une certaine manière, oui. Ouais. On a fait une tentative de zouk. Elle a fait beaucoup plus. Ouais. On a essayé de faire un zouk. Mais... On a fait 17 versions du morceau, ce qui est très rare dans Paresse. Parce que... Pour le deuxième rappel. En général, c'est one shot. Et après, on s'est dit quand même peut-être que c'est juste de la merde. Ouais. Et on a abandonné. Et effectivement, c'était de la merde, je crois. On a eu la confirmation d'un ou deux copains. Ouais. Si un enregistrement existe, on pourra le passer peut-être en fin d'émission. Non. Tout a été brûlé. On parle souvent des artistes visibles, beaucoup moins de ceux qui sont dans l'ombre. Est-ce que dans votre parcours, vous avez rencontré des figures discrètes qui vous ont accompagné, qui ont été déterminantes, mais qui n'ont pas forcément été mises sur le devant de la scène? Moi, je pense tout de suite à Kevin Espiche. Eh ben, regarde, j'avais écrit sur ma fiche Kevin Espiche. Bah oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'il nous a beaucoup accompagnés. Moi, personnellement, mais avec Rouge Congo surtout au début, ouais. Et il nous a donné confiance, quoi, dans le projet. Franchement, il était vraiment très. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il est hyper positif. Ouais. Mais il est pas non plus à t'envoyer des fleurs quand tu fais un truc qui est nul, il te le dit, quoi. Et ça, c'est bien. Mais il reste positif, en fait. Et c'était un peu notre psychanalyste. Je me souviens, on y allait souvent une fois par semaine quand on n'était pas très bien, dans des moments un peu de creux. Et il nous faisait du bien. Et il continue à me faire du bien. Oula. C'est bizarre, ouais. Mais Kevin, c'est déjà quelqu'un d'humainement formidable. Ah oui. C'est un grand musicien, je le dis, un très bon producteur-réalisateur. Ça, c'est sûr. Et moi, je me donne pour mission de le citer à chaque émission parce que il ne se met pas assez en avant. Alors, c'est aussi une volonté de sa part, mais je pense que son travail, et même son travail perso, parce qu'avec Tortosa, ce qu'il fait, c'est remarquable. Ça mérite d'être su et connu. Et je l'ai vu justement sur l'une de vos stories récemment. Donc, je voulais savoir ce qu'il faisait précisément dans votre projet. Il masterise les morceaux. En fait, c'est déjà une écoute des titres. Première chose, quand on a commencé à composer ensemble, on a écrit pas mal de titres. Et avant de les faire écouter, pour l'idée de faire écouter les titres, on les a fait écouter un peu à nos proches. Et puis moi les deux personnes pour moi à qui je voulais faire écouter, et je trouvais ça important, c'est John déjà, qui a un soutien aussi énorme. Et puis Kevin, quoi. Et du coup, si ces deux personnes valident, pour moi, je suis dans la bonne voie et je me trahis pas, quoi. Et donc, c'est cool. Donc Kevin, ça a été déjà ça. Et après, techniquement, il nous aide aussi à masteriser les titres, à faire qu'ils puissent sortir avec rattraper les petites erreurs de mix, parce qu'on fait un peu tout à la maison, et pour que ça puisse sortir de manière parfaite sur les plateformes, quoi. Et au-delà de Kevin, est-ce que tu fais valider tes chansons par tes enfants? Oui, c'est bien sûr. Public. Ils sont obligés, de toute façon.
Sinon ils sont punis. Si ça marche sur les enfants, c'est que ça marchera sur tout le monde. Ouais, bah là, en fait, ils sont même sans les faire valider, ils entendent tellement, comme je mixe tout à la maison et ils entendent 1000 fois les trucs. Quoi. Mais ils entendent tellement qu'ils adorent ou ils entendent tellement Je qu'ils sais n'en même peuvent pas. plus. Ouais. Non, je pense qu'ils aiment bien. Enfin, je sais pas. Bah, des fois, ils chantent la danse de la pluie. Dada pop. Dada pop, ouais. Je sais pas, ouais. Dès qu'il y a un truc qui se retient, ils aiment bien, quoi. Bon, je demanderai à ma fille d'écouter mes podcasts plus Ouais, souvent, bah oui, c'est ça, oui. plus régulièrement. On parlait de la rencontre tout à l'heure. Donc, tu disais, Clément, que vous êtes rencontrés un peu à la sortie de l'école, mais pas de la vôtre. Ouais, de c'est vos pas enfants. tout à fait ça, mais oui, c'est à peu près ça, quoi. C'est des amis en connexions, commun, ouais. un quartier en commun, Ouais. plein de choses en commun. Plein de choses en commun. Ouais. Du coup, Charles, tu avais des chansons déjà, tu avais une matière, c'était écrit, c'était composé, il y avait quelque chose aussi ou c'était juste des textes? En fait, moi, je fais de la musique depuis que je suis gamin, mais j'ai toujours fait un peu de la musique dans mon coin ou fait des projets comme voilà, des trucs de chansons improvisées ou des trucs comme ça, mais j'avais jamais écrit de chansons vraiment à part des chansons à la con pour faire marrer les potes, quoi. Et j'avais une espèce de pudeur à l'endroit du texte. Où j'arrivais pas à écrire un truc en me disant que c'était satisfaisant. Ouais. Et puis je sais pas, j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de chercher un autre moyen d'expression, et du coup j'ai commencé à écrire quelques chansons comme ça. Et j'avais fait des maquettes vraiment minimalistes au possible. C'était genre guitare-voix, une drum de GarageBand et basta, quoi. C'est les meilleurs morceaux. Hein. Et, ça, c'est vrai. Hein. Et du coup, évidemment, comme je sais absolument rien faire en musique assistée par ordinateur, la qualité des morceaux était déplorable. Non, pas des morceaux. Ouais, des enregistrements peut-être certaines fois. Ouais. C'est là qu'intervient Non. Clément, du coup. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Au départ, je vais filer les chansons comme ça en me disant écouter, vas-y, ouais. est-ce qu'on peut Ouais. faire un truc avec ou je sais pas quoi. Clément il me dit vas-y, on peut essayer de produire un titre ou deux et tout machin. Et puis en fait, une fois que le premier morceau qu'on a taffé, au départ, c'était un truc, ça ressemblait à rien. C'était un truc, c'était un squelette de poisson. Et puis il a rajouté de la chair, il a rajouté des écailles et machin. Et puis à la fin, ça ressemblait plus du tout à ce à quoi ça ressemblait au début. Et c'était bien. Du coup, je me suis dit, tiens, on peut peut-être faire un truc, quoi. Et Clément, t'en as. Alors, bouge pas les oreilles, Charles. Le premier morceau qui te fait écouter, t'en penses quoi? Bah, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. C'est pourri. Ah non, mais je trouve ça super. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Oui, il y avait une appréhension, comme vous connaissiez, que ce soit vraiment bidon, éclaté. Non, mais oui, c'est possible. Ouais. Oui, non, mais non. Bon, après, j'aurais dit les choses. Non, j'aurais pas répondu, quoi. J'aurais été à mon téléphone, j'aurais coupé les Non, notifications. non, mais je pense que j'aurais dit des choses. J'essaie d'être positif aussi. Non, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, en fait, dans les textes et dans les mélodies, dans les arrangements, dans les progressions d'accords, qui étaient des. Parce que j'ai une activité aussi un peu de label avec Label Attitude, et on avait produit Oui. Léo Blomoff, et on s'était intéressé un peu à toute la scène un peu indépendante française, qui emprunte beaucoup aussi au jazz, et je retrouvais un peu ces accords là, mais c'était pas tout à fait ça non plus, parce que c'était plus, on va dire, plus simple dans l'approche. En tout cas, ça paraissait, il y avait le côté que j'aimais bien, parce que moi j'aime bien le côté un peu easy listening quand Ouais. même, les trucs qui se retiennent. Il y avait ça, et en même temps il y avait le côté un peu jazz que j'aime beaucoup aussi et que j'écoute beaucoup. Et donc ça me plaisait parfaitement. Et puis surtout le côté bossa qui m'a touché beaucoup, Ouais. parce que dans ma famille, côté de ma mère, elle a vécu longtemps au Brésil. Mes grands-parents étaient au Brésil très longtemps, et j'ai été baigné dans la culture brésilienne aussi, un peu, en partie. Et donc ça avait jamais, c'était jamais sorti encore dans mes chansons, et je trouvais que c'était l'opportunité parfaite pour pouvoir explorer aussi ça. Voilà, donc très égoïstement, j'ai trouvé que c'était du pain béni, quoi, ces chansons pour moi. Mais tes textes sont en français, c'est venu. Enfin, c'était une évidence, le français, toi qui as beaucoup voyagé, ou alors tu t'es posé la question d'écrire peut-être. En belge, peut-être. Oui, En Suisse. en flamand. Non, mais alors honnêtement, je pense pas avoir le niveau de langue nécessaire pour écrire dans autre chose que Il y le en a français. que ça ne gêne pas. Hein. Ouais. Ouais, mais enfin, je sais pas. Après, je pense que c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose que dans mon travail de plasticien. J'ai un travail qui est très narratif, et j'ai besoin de raconter des trucs.
Et je pense que j'aurais pas pu raconter ce que j'avais envie de raconter en anglais, quoi, clairement. Et aujourd'hui, la répartition des rôles est toujours la même? Tu écris, tu composes et Clément arrange, ou alors ça a évolué avec le, avec Pas le du temps? tout. Enfin, c'est vraiment du ping-pong, quoi. Clément m'envoie un truc, je fais un truc dessus, je lui renvoie, il me le renvoie, on se renvoie des trucs, quoi. Et là, ouais, c'est beaucoup plus du ping-pong aujourd'hui. Ouais, mais la base. Après, vraiment, ça dépend. Ça dépend des titres. C'est vrai qu'il y a eu des choses marrantes qui sont passées. On a un titre qui sortira sur une prochaine sortie, qu'on a prévu déjà l'année prochaine, et qui est un titre assez marrant parce que j'avais envoyé à Charles toute une prod, mais j'avais pris du temps parce que j'avais réfléchi le truc en termes d'accords et d'ambiance, etc. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Mais c'était trop, en fait. Il y avait trop de musique. C'était quasiment un instrumental, donc très compliqué de mettre du texte dessus. Et Charles a mis un texte dessus qui était super. La musique était, je pense, elle était pas mal, mais musique pas mal et texte super, mais ça le faisait pas, quoi. Ouais. Donc c'était pourri. Et donc Charles a dit bon bah ok. Donc il a écrit un texte sur un morceau que j'ai fait, et après il a réécrit une musique qu'avec des clarinettes. Et il a refait pas dans la même tonalité. Pas dans la même tonalité. Pas avec les mêmes accords, mais avec exactement la même mélodie. Et après, j'ai reproduit une chanson par-dessus. Enfin, c'était très marrant, quoi. Et est-ce que vous veillez du coup à ce qu'il y ait un équilibre entre les paroles et la musique, que la musique ne prenne pas trop le pas? Ah, bien sûr, ouais. Je pense par exemple à... T'as connu Albinoy à l'époque, le groupe Albinoy à Reims, t'étais peut-être pas encore à Reims, Charles, c'était un groupe de rock rémois qui a très bien marché fut un temps. Ils avaient une chanson par exemple qui s'appelle Paratonnerre, je sais pas si tu t'en rappelles, où Jérôme Mercier, qui est le chanteur du groupe, avait 3 phrases au début, magnifiques, et tout le reste c'était que de l'instru. Ouais. Tu vois, on pourrait penser qu'il y a un déséquilibre, et pourtant ces 3 phrases, elles te mettaient une claque, quoi. Ouais. Et la musique après c'était un peu un slow burner et tout. Ouais. Ça t'emmenait ailleurs. Est-ce que vous veillez à ce qu'il y ait un équilibre parfait quand même, ou ce genre de choses-là peut arriver aussi dans... Ça peut arriver, et d'ailleurs c'est des réflexions qu'on se fait assez souvent. C'est Charles qui m'avait dit ça une fois, que tu t'aimerais mettre plus d'espace pour laisser de la musique aussi dans tes textes. Ouais. Moi, en fait, si tu veux, ça fait 1 an et demi que j'écris des textes. Donc, je considère que je suis encore très débutant dans cette pratique. Oui, mais t'es pas novice dans le fait de raconter des histoires. Non, mais c'est un médium que j'ai jamais exploré, l'écriture. L'écriture de chansons. Ça fait 1 an et demi que je fais ça, et j'ai l'impression d'être encore complètement dans une phase de tâtonnement et d'apprentissage. Et il y a des trucs que j'ai écrits au début où, quand je regarde les textes aujourd'hui, je me dis mais il y a beaucoup trop de mots, les phrases sont beaucoup trop longues, et c'est pas forcément des mauvais morceaux, hein, mais je me dis que aujourd'hui tu les ferais différemment. Que je les ferais peut-être différemment. C'est souvent ça d'ailleurs dans l'art en général, d'en mettre trop au début, quoi. C'est souvent de pas laisser la place au silence, quoi. Je pense que c'est pareil en l'art plastique. Oui, bien sûr. C'est même en rhétorique, laisser de la place au silence aussi. Le silence impose aussi parfois quelque chose, et en musique ça va être pareil du coup. Ouais. Mais là dans mon expérience, on avait les projets sont quand même tous différents. Tu parlais d'Albinoy, mais moi sur quelque chose que je connais plus, qui est Rouge Congo, pour en reparler encore. Il y avait la musique, et les voix étaient un instrument. Donc, même dans le texte, il fallait que ça soit quelque chose de presque mélodique, quoi. Donc, on empruntait beaucoup à la poésie. Et donc, tout le virage qu'on a eu entre l'anglais et le français, c'était compliqué parce qu'il fallait retrouver il y a eu les deux trucs-là. Et voilà. Mais sur Paresse, c'est complètement différent. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est ça, c'est de remettre le texte au centre et de juste que la musique a un rôle d'habillage. Et aussi qu'elle illustre aussi, mais en prenant la place juste qu'il faut, mais pas plus, quoi. Faut pas que ça. Mais bon, après ça dépend des morceaux, et c'est vrai qu'il y a des choses des fois où je pense à quelques titres où la musique elle est vraiment très importante dans un passage du titre, mais ce qui reste au centre ça reste la chanson quand même. Je vais reparler un petit peu de Rouge Congo pour te faire plaisir. Ah, okay. Rouge Congo, qui est donc un projet parallèle, side project. Dans Rouge Congo, il y avait un peu de toi et de John également, parce que Rouge Congo, c'est une molécule, si je dis pas de conneries. Ouais. Je l'ai appris très récemment. Ouais. Une molécule qui sert en médecine. Oui, tout à fait. Je dis pas de bêtises. C'est un colorant, ouais. Voilà, donc c'était un peu ce qu'il y avait de vous deux dans Rouge Congo. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a de toi dans Paresse ?
je mets un peu dedans plus la musique que j'écoute. Parce que les mots étant ceux de Charles. Ouais, en fait, c'est compliqué de répondre parce que ça voudrait dire que je sais ce qu'est. Si j'ai un style, je sais mon propre style. Donc je sais pas vraiment dire, mais je pense que je mets mon style de compo et mes mélodies aussi, parce qu'il y a le texte, mais il y a aussi des mélodies parfois. Petite touche électro peut-être aussi que ouais, tu apportes. J'apporte peut-être une électro ou un côté un peu vintage, un peu. Ouais. Moi, ce projet-là, quand tu m'as fait écouter, je le voyais un peu presque un peu boisé, un peu comme certaines prods de Alb à l'époque, parce que je pensais j'utilise beaucoup je fais un petite parenthèse un peu geek, mais j'utilise beaucoup la CR78. Ah ouais, je vois. Ouais, tu vois très bien. Ah ouais. C'est une boîte à rythme des années 70, qui était fin des années 70, qui était très utilisée, mais qui était une boîte à rythme un peu d'étude, mais que j'utilise beaucoup pour les projets parce que il faut laisser la place à la voix et j'aime beaucoup le son. Et j'essaie de me rapprocher un peu de son un peu à la Flavien Berger, tous ces trucs-là. En fait, c'est plus les trucs que j'écoute maintenant, en fait, par rapport à Rouge Congo, où finalement on a tiré un fil qu'on avait commencé à tirer quand il y a plus de 10 ans, et c'est différent, du coup on n'a pas les mêmes références, quoi. Et donc ce que je mets là-dedans, c'est plutôt ça. D'accord. Ouais, mais j'abonde dans ton sens. J'ai l'impression que ce que tu mets dans Paresse, c'est toute ta geekerie. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et vraiment, mais avec, tu vois, sans retenue, quoi. C'est vrai que j'aime beaucoup expérimenter des trucs, quoi. Et donc là, j'ai tous les droits, quoi. Mais il faut pas que ça prenne trop de place. Mais si je fais passer des trucs dans des machins, et voilà. Donc il se fout de ma gueule. Et puis voilà. Mais ça va, il me laisse faire, tu vois, c'est cool. Et toi, Charles, tu as donc surtout une notoriété sous le nom de Levalet. Est-ce que Paresse, c'est pas une façon aussi de t'extirper un peu de ce personnage, entre guillemets, et de redevenir plus Charles que Levalet? C'est une bonne question, ça. Merci. La première, visiblement, de l'émission. Mais merci. J'en sais rien. Franchement, je souffre pas tellement du syndrome de dédoublement de personnalité. Enfin, je me suis jamais pris pour quelqu'un d'autre que Charles, quoi. Hein. Levalet, c'est le nom que j'utilise quand je suis artiste. Et voilà. Enfin, il y a pas. Enfin. Non, j'ai pas l'impression, en tout cas, d'être prisonnier de cette identité, d'aller chercher quelque chose d'autre dans Paresse. Non, Paresse, pour moi, enfin, c'est plus un moyen de, enfin, un moment où je réalise quelque chose que j'ai toujours un peu voulu réaliser. J'ai toujours voulu faire de la musique de manière un peu plus sérieuse que seul dans mon salon souffler dans des clarinettes et à gratter sur des guitares, quoi. Et contrairement à Clément, moi j'ai toujours travaillé seul, que ce soit en tant que musicien ou en tant que plasticien. Vraiment j'étais assez nul en collaboration, parce que petite tendance dictatoriale, tout ça, machin. Et là, en fait, le fait de pas maîtriser, de faire un truc avec quelqu'un qui connaît son sujet sur le bout des doigts et moi j'y connais que dalle, et ben je trouve très bien ma place là-dedans, parce que du coup moi je donne ce que je peux donner avec ce qui me vient de matériaux artistiques, disons, et après le reste je maîtrise pas grand-chose, quoi. Je découvre, je propose. Je reviens sur le moment où tu montres ton travail à Clément. Est-ce que derrière, tu as une ambition déjà que ça aille plus loin, ou c'est vraiment juste pour avoir un avis, tu lui montres tes chansons et voilà, tu ne penses pas forcément à une suite après ça? Franchement, je crois que j'ai pas d'ambition à cet endroit, à part faire les trucs. On en avait parlé avant, même avant que tu écrives. On avait dit qu'on voulait faire un projet trap et tout ça. Ouais. Ouais. Je sais pas, on est loin de la trap. Ouais, mais pourquoi pas, hein. Ouais. C'est pas mais abandonné. Ouais, je pense que je pense que dans ce projet, on est guidé par un principe de plaisir de l'exploration, quoi, et sans objectif prédéterminé. On verra où ça arrive, quoi, mais tant qu'on y prend du plaisir.
C'est un peu le principe du dada. On dit qu'on fait de la dada pop. Je sais pas si t'es au courant. Ah, je savais pas. Et donc le dada pop, le dadaïsme, c'était vraiment du collage de trucs parfois improbables. Et bon, on va pas revenir sur le dadaïsme, mais je trouve que c'est ça qui est bien dans ce projet et c'est ça qui est excitant. Moi, j'aime beaucoup explorer les trucs, et donc là, on explore vraiment des fusions discrètes, parce que c'est jamais des choses avec des gros sabots, mais entre vraiment des univers assez différents, et c'est assez cool. On peut avoir des trucs un peu bossa, des trucs un peu klezmer et tout, donc c'est sympa. Et vous avez déjà une idée de où vous voulez l'emmener, ce projet, ou pour l'instant vous prenez les choses comme elles viennent et puis on verra ce que l'avenir vous réserve? Non, pas au futur. Je pense que ouais. Mais je pense que l'expérience nous montre que on peut pas avoir la maîtrise sur ce genre de choses, Ouais. quoi. Donc le seul truc qu'on peut maîtriser, c'est de faire les choses ou de pas faire les choses. Et Donc vous les faites. on fait les choses. Ouais. Et bien. Après, on verra comment c'est reçu et où ça va, quoi. Mais Là où je peux juste rebondir sur la question d'avant, quand tu disais ce qu'apportait Charles. Et en fait, je pense que Charles aussi apporte sa vision de travail de pictural. Donc, quand tu fais tes œuvres, de dire, quand il disait tout à l'heure qu'il mettait ça au fond de son garage quand il avait fini une œuvre, et ben en fait, ça, c'est très bénéfique pour un musicien comme moi d'entendre ça et de pouvoir le faire. Ça fait vraiment du bien, parce que les musiques, on peut passer beaucoup de temps dessus. Et on est tous comme ça. On passe beaucoup de temps sur les mix. On fait écouter à 1000 personnes. On revient au début, on refait. Après, on le sort. Et puis, en fait, on est déçu. Et la première version était la meilleure? Bah, presque. En fait, faut pas trop. Faut se faire confiance. Et puis, passer vite à autre chose, surtout. je pense qu'on peut donner notre mot d'ordre, qui est quand même Balek. Balek, ouais. Ouais, c'est très très important, ça, on se le dit souvent, mais je pense qu'on se le dit parce qu'on a tendance peut-être à trop vouloir contrôler. Donc comme ça, ici, c'est un veto, quoi. Balek sera le nom de l'album d'ailleurs. Ouais, ça serait bien. Ça pourrait. Des fois, quand il y a une hésitation, enfin c'est souvent moi qui hésite, hein, est-ce qu'on sort ce truc, est-ce qu'on fait ça, machin? Et puis Charles me dit Balek, et le Balek, c'est le veto. Il a le droit de dire Balek. S'il dit Balek, on le sort. Et tu le dis souvent? Et il dit très souvent. Très souvent. Ouais. Donc c'est très bien. Sur toutes sortes de sujets, quoi. Non, mais il faut avancer, il faut ranger nos œuvres, les sortir et passer à autre chose, quoi. Et considérer presque que c'est comme ça qu'on essaie d'exister. En tout cas, on crée et puis on passe vite à la suite, et tout le temps. Et concernant le nom du groupe, alors je le sais parce que j'ai lu le dossier de presse, mais pour ceux qui nous écoutent, Paresse, ça vient d'où? Pourquoi Paresse? Parce que on a passé à peu près 2 mois à chercher un nom de groupe. Je pense qu'on a balancé je sais pas combien d'idées. Ouais. Mais le problème, c'est que comme on est amateur de calembours et On faisait beaucoup de jeux de mots. et autres galéjades, on n'avait que des noms de groupe bien pourris, mais c'est dans la surenchère, quoi. Ouais. Chaque nom de groupe pourri appelait un autre nom de groupe encore plus pourri, quoi. J'en sais rien. Avec presque autant de j'ai pas talent que les d'exemple. coiffeurs Ouais. de Navarre et de Paris et de Navarre. Ouais, je sais Ça, pas, mais on aurait pu s'appeler, je sais pas, les pingouins sous chlamydia, quoi. Ou des trucs enfin, vraiment. Mais après, d'où ça vient aussi, c'est un projet que j'avais on va dire en background, quoi. J'avais un nom perso sur un projet que j'avais pas sorti, qui s'appelait Paresse, et j'avais un EP qui est pas sorti, que je sortirai peut-être sous un autre nom un jour. Et puis je lui dis, mais j'ai ce truc là, mais après ça nous gênait un peu de prendre un truc. Moi ça me gênait pas, hein. Mais on avait envie de trouver un truc à nous, quoi. Et puis après, en fouillant un peu, Paresse, de dire que c'était le dieu mythologique de la flemme, alors que c'est complètement faux, évidemment. Et Attention, sur CNews, ça passerait. Hein. Ah ouais, je pense, Tout le monde y ouais. croirait. Ouais, je pense. Et que ça, j'aimais bien l'idée de faire ça aussi à la maison, et qu'il y a un côté un peu musique de chambre, mais à la maison, quoi, vraiment le truc. Et puis Paresse aussi, en cherchant, parce que en fait on trouve toujours des raisons après, a posteriori, et là en cherchant, Paresse, ça vient du latin, voilà, c'est compliqué ce que je l'entends, quoi. Pareo, apparaître, ça veut dire apparaître, et ça veut dire aussi se soumettre. Et donc on se soumet un peu au regard des gens, et on apparaît en même temps, et je trouvais ça beau, en fait, tout ce
Qu'est-ce que tu Il a tout cassé. Je casse le matériel. Et donc chacun se fera un peu son propre avis. Ouais, je trouvais ça marrant que paraisse. tout ça, ça soit juste là, quoi, la Et- convergence, quoi. Et la raison purement prosaïque, c'est que y en avait rien d'autre. C'est que pour se partager les prods qu'on était en train de taffer, Oui, c'est ça. Clément a mis les morceaux sur le SoundCloud de Paresse. Mais oui, t'as raison. Et Ah, au ouais, bout d'un moment, d'accord, on s'est oui. dit, bah vas-y, on a qu'à garder ça. Balek. Parce qu'on l'a fait écouter à des copains proches, je sais pas, 2-3 copains, et on leur a envoyé le truc, et c'est Paresse, c'en est où Paresse? Ouais. Non, mais ça s'appelle pas Paresse. Bon, bah, Ça s'appelle Balek. ouais, ça s'appelle Donc Balek. le nom du projet existait avant qu'un projet soit né, quoi. Ouais. Et ça vous arrive souvent d'avoir des noms comme ça? Par exemple, moi pour Bocal, je sais que je crée j'ai des idées de noms Ouais. de chaînes de podcast ou de projets de podcast, et de ce nom en découle après ce que j'ai envie de faire. Ouais, ça ça vous arrive. arrive d'avoir une idée de nom comme ça et de tirer dessus pour... Bah, des idées de chansons, des idées de noms. Ouais. Moi, je crois que j'ai une note où j'ai plein d'idées de noms, de trucs, mais de trucs finalement qu'on n'a pas choisi avec Paresse, donc qui n'étaient pas très qualitatifs, mais quand même que je note. Et ouais, c'est marrant. Puis en plus, ça peut inspirer un projet, c'est ça qui est drôle. Ouais. Ça l'infuse un peu, quoi. Ouais. Ouais, j'aime bien cette idée. Pour parler un petit peu de votre musique, vous avez entre autres sorti deux singles, La Tempête et La Danse de la Pluie. Alors, moi je suis très mauvais en explication de texte, mais j'ai l'impression que ce sont deux manières très différentes d'aborder le chaos. Dans La Tempête, c'est le chaos qui serait subi, et dans La Danse de la Pluie, c'est le chaos un peu apprivoisé. Est-ce qu'il y a de ça? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux textes? Ou je me plante totalement? Tu as le droit de le dire. Hein. C'est à Charles de répondre. C'est compliqué à dire. Est-ce que c'est je sais pas si ça parle du chaos du tout. Je pense que ça. Enfin, j'en sais rien. Je pense que ça parle d'un ressenti de l'état du monde tel qu'il est, et tel qu'on peut le vivre au quotidien. Peut-être que La Tempête, c'est plus extérieur à toi, et la danse de la pluie plus intérieure. Il y a peut-être un truc comme ça. Ça plus subite la tempête du coup. Puis, Ouais, un truc Je sais pas si c'est plus intérieur, parce qu'en fait, Oui, ça peut un peu la ça danse parle de un peu. la pluie, ça parle aussi de choses qui sont. Mais en fait, c'est un peu pareil. En fait, il y a un peu un truc, je pense, dans La Tempête où tu dis, t'en fous un peu de tout ce qui se passe. Enfin, tu fais un peu l'autruche, et puis bon, c'est horrible, mais en même temps, on en parle quand même. Et puis dans La Danse de la Pluie, c'est même pas faire l'autruche, c'est juste danser, quoi. Ouais. C'est C'est la merde, mais on danse. quoi. voilà. ouais, ça, tu apprivoises C'est à le peu près chaos. le même thème finalement. Ouais. J'étais Ouais, pas ouais. si loin alors. Non, c'est vrai. Je pense que sur tous les morceaux, c'est un peu la merde au fond. quoi. Ouais, Mm. c'est vrai. Ça va être le nom de l'album. Ouais. C'est la Balek, merde. C'est la merde. Ouais, Et ouais, on donc tient un c'est- truc. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. Et bien sur l'EP La Danse de la Pluie, il y a les vagues Titanic, La Tempête et la Valse de Novembre. C'est vrai que tout parle à peu près de ça, parce que Titanic, c'est le bateau qui coule. Et ouais. La Valse de Novembre, non, peut-être Non. pas. Non, c'est un peu. Les vagues non plus. Si, c'est un peu la Un merde. peu. quoi. C'est la complètement merde, c'est la merde, Si, c'est la C'est merde. localisé à la plage, quoi. Ouais, mais c'est quand même bien la merde. Mais quoi. c'est bien la merde. Ouais. Mm. Et qu'est-ce que ça raconte de toi alors, qui écrit ces textes, que à chaque fois c'est la merde dans les chansons que tu écris? Bah, j'en sais rien. Je pense que ça raconte la manière dont je perçois le monde, quoi. Et une espèce à la fois de résignation face à la nature des événements, et en même temps de regard un peu caustique sur la situation. Bah, j'ai l'impression que, en tout cas, que ce soit dans mon travail de plasticien ou dans la manière dont j'écris, le truc, s'il devait y avoir une thématique qui relie à peu près tout mon travail, ce serait un regard sur l'absurdité de l'existence, quoi. Ouais. Tout simplement. Et là, on se rejoint de manière plus positive sur l'absurde en général, que ce soit dans peut-être un peu dans l'humour, et puis même dans le fait de faire cette dada pop, quoi. C'est ça, je sais pas si tu sais. On la mettra à la Ouais, fin, je ouais, pense, tout à fait. cette chanson, Ouais. les gens comprendront. Et donc l'absurde, l'absurde, ça peut être aussi un ressort comique, quoi. Et on utilise ça aussi, l'absurde, pour expliquer tout ça, quoi. Enfin, c'est important, quoi, pour nous. Et on le disait aussi tout à l'heure, Charles, tu racontais des histoires déjà avant d'écrire. Est-ce qu'on aborde la création de l'écriture d'un EP de la même manière que tu abordes par exemple le projet Odyssée, où tu racontes des histoires en images? Je réfléchis pas à l'écriture d'un EP quand j'écris une chanson. Ouais. J'écris la chanson
et basta. Je pense que l'écriture de chaque chanson, c'est séparé. Mais en fait, on dit que, il y a certains morceaux où j'ai demandé à Clément de me donner un thème. C'est pas forcément toujours. L'écriture vient pas toujours complètement de moi, ou même la danse de la pluie. Je me souviens qu'à la base, tu m'avais envoyé une prod et un début de couplet. Et que finalement j'ai repris la moitié du couplet, je l'ai un peu modifié, machin. Enfin, c'est plus. J'ai l'impression d'écrire plus des chansons comme un exercice de style, même si évidemment il y a quelque chose qui transparaît de mes pensées et de mon intériorité, quoi. Mais vous avez des bons refrains, tu vois, qui marchent bien, qui restent bien en tête, je trouve, notamment dans la danse de la pluie. Ouais, c'est ma préf. Ouais, ok, merci. Bien les trucs. Finalement, c'est ça c'est ça qu'on aime aussi dans le projet. Il y a un côté vraiment pop, quoi. Et à quel moment Dada pop, je sais pas si tu vois. Dada pop, ouais. Je connais pas. Ouais. Et à quel moment ou à partir de quelle chanson vous vous êtes dit, on va travailler ensemble, on tient un truc pour. Si vous vous l'êtes dit que vous teniez un truc, mais au moins que vous allez continuer à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une chanson qui a été un déclic? Très vite, en fait. Vraiment, même le premier titre, je pense. Hein. C'est lequel, le premier titre? Le premier titre qu'on a fait, c'est un titre qui va sortir bientôt. On peut donner un petit. Est-ce que c'est. Alors attention, ça sort en janvier, donc peut-être que le titre sera déjà sorti. Ah, le titre sera déjà sorti, ouais. Allez voir sur Spotify, sur vos réseaux. Voilà, Bal masqué avec les loups. Et donc ce premier titre avec les loups. Alors j'étais parti. Là, il y a eu un petit ajustement en termes de prod, quand même, entre ce que tu m'avais envoyé, puisque je t'ai proposé initialement, parce qu'il fallait trouver un petit peu le truc. Moi, j'imaginais le projet un peu boisé, un peu. Je sais pas, moi j'imaginais un truc un peu boisé. Je sais pas, boisé, ça veut rien dire. Oui, j'ai du mal à voir la musique boisée. Ouais. Mais un truc chaud, quoi. Un truc avec de la place pour la voix. Un peu bossa. Un peu bossa, et qui est un peu des instruments un peu acoustiques. Et une basse aussi très importante, des lignes de basse très importantes. Ça, c'était vraiment comme ça que je le voyais. Et la première prod que j'ai faite sur Avec les loups était très... le refrain était très électronique. Et il s'ouvrait beaucoup un peu à ce que je faisais un peu avec Rouge Congo, vraiment des grosses ouvertures et des choses assez massives. Mais ça matchait pas trop, en fait. Ça matchait pas trop avec la voix, ça matchait pas trop avec l'esprit. Et donc on est revenu un peu à un truc plus centré sur la guitare, la basse, plus organique, des claviers vintage et des pianos électriques, des choses comme ça. Et après, déjà avec les loups, on avait déjà la charte pour toute la suite, quoi. Donc tous les autres morceaux ont été faits un peu avec ce moule-là, et après on a pris des libertés et on continue d'en prendre en partant de cette base-là. Et j'ai même créé des sessions où avant de commencer un morceau, je savais exactement ce que j'allais mettre comme source, comme son. Ouais. Et l'idée, c'était d'avoir cette contrainte-là. Moi, je crois beaucoup, je sais que Charles aussi, à la contrainte dans la composition, le fait d'avoir une contrainte de temps, d'avoir une contrainte d'éléments à utiliser. C'est très très inspirant, en fait, d'avoir maintenant en musique, on a 1 milliard de possibilités. Tu peux faire sonner un truc de toutes les façons que tu veux, et de plus en plus avec l'IA. Mais parce que c'est trop de liberté dans la création. Voilà, en fait, ça casse complètement l'authenticité, et l'idée, c'est justement de refermer tout, quoi. Et tu disais sur cette chanson, il y avait une prod qui ressemblait un peu à ce que tu aurais fait avec Rouge Congo. Ouais. Comment on fait justement pour mettre de soi dans une composition en faisant quelque chose de différent? Parce que les deux projets sont différents, donc pour que ça ne se ressemble pas, tu mets de toi dans chacun des projets, mais il faut quand même que ça se différencie. Comment ça se passe? C'est un travail, je pense, un peu de... Dédoublement de la personnalité. Ouais, dédoublement. En tout cas, c'est surtout... je pense que ça va un peu avec ma personnalité. Je sais pas, c'est une forme d'adaptation, peut-être. Et de presque, je sais pas, je dirais d'humilité, mais sans vouloir être... prétentieux en disant que je suis humble, mais en fait, il faut se dire que c'est pas au début, quand j'ai commencé, même encore maintenant, quand il y a les chansons de Charles ou quand il y a la voix de Charles, je me dis que le plus important, c'est pas ma musique, et que ma musique, elle doit juste servir. Et donc, comme elle doit servir, elle est inspirée, infusée par ce que va donner Charles, et j'essaie de me mettre complètement à la place d'un auditeur qui écouterait ça, et comment il voudrait l'écouter, et comment moi j'aimerais l'écouter. Et après, à partir de là, je compose autour de ça, sans me dire faut que ça sonne Rouge Congo ou pas. Enfin, là, je réfléchis pas à ça, mais après, c'est vrai que j'ai des... avec l'expérience, je sais faire sonner les trucs
je sais ce que je sais faire, quoi. Ouais. Après, je sais aussi que je sais pas faire des trucs, et là, on continue encore un peu à explorer des voies, mais je pense pas que je vais jamais taper un solo de guitare de 3 minutes sur un morceau, quoi. Ça, c'est sûr, mais Paresse. voilà, c'est ça, ouais. La flemme, quoi. Ouais, je sais pas, c'est s'adapter, quoi, un peu Ouais. s'adapter. Et tu disais te mettre à la place de l'auditeur. Justement, quels ont été les premiers retours du public sur votre musique? Bah, cool, je Ouais. pense. Cool, En les tout gars. cas, C'est cool, les gars. Ouais, c'est cool, elle est cool. Bah, les premiers retours qu'on a eus, c'était les retours déjà de nos proches initialement, et après quand on a sorti sur les réseaux, ouais, c'est plutôt positif. Je pense que moi, ce que je trouve cool, c'est que le projet, il est très très confidentiel pour l'instant, mais les gens qui l'écoutent ont compris exactement, je pense, ce qu'on voulait faire, et ils s'attachent au morceau en ayant bien compris l'esprit des titres, quoi. Et c'est vraiment cool, quoi. J'ai l'impression que on arrive bien à faire ça, quoi, avec la connexion qu'on a avec les quelques personnes qui nous suivent, quoi. On cherche pas à s'inscrire dans un style en particulier ou dans une mouvance en particulier, ce qui apporte aussi, je pense, une singularité peut-être au projet, Ouais. par rapport à ce qui peut sortir. le Ouais, style peut complètement. encore évoluer du coup dans les morceaux. à Complètement, venir. ouais. complètement. Il y a là, de toute façon, il y a des espèces de jalons. On a produit un morceau qui sonnait un peu klezmer, et du coup, il y a Ah, j'adore. il y a un truc très oriental qui est rentré dans les prods qu'on a fait après, et qui n'était pas du tout prémédité. C'est vrai. Au départ, on s'est dit on va faire un groupe de zouk. Mm. Et, C'est vrai, faut pas oublier et ça. finalement, Ah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'a on dit fait- Kevin sur le morceau Zouk? Je voudrais son il a avis dit c'est de après. la merde. Il a vraiment dit comme Il ça. a dit c'est non. Il a dit c'est un grand non. Non, il a dit fou, c'est non, les gars. Il a dit pap, Je sais pap, pas. pap, pap. Ouais. Pardon, t'as coupé du coup, Oui. Charles. Non, mais je disais que du coup, il y a des espèces d'accidents comme ça, un peu impromptus, qui font que finalement, on va partir dans des directions qu'on n'avait pas du tout anticipées. Là, en l'occurrence, sur ce morceau Passé décomposé, c'est Clément qui a fait une espèce de thème complètement what the fuck sur un clavier qui sonnait hyper oriental et qui n'était pas du tout prévu dans le morceau. Et en fait, ça a donné vraiment une touch qui nous a plu, et on s'est dit ah, vas-y, faut qu'on creuse ce truc, quoi. Et puis sans être dans l'appropriation culturelle, c'est vraiment d'essayer de faire sonner. Moi, c'est une partie de ma culture aussi, la musique orientale, et de la faire sonner en étant moderne et en l'incluant. Alors, c'est toute la difficulté. C'est pour ça qu'on le met par petites touches aussi. On va pas faire un morceau complètement oriental, mais c'est de mettre des petites références comme ça. C'est cool de se dire que tu as le droit de faire de la bossa et tu as le droit de faire du klezmer sur le même objet, quoi. Oui, puis après, c'est aussi des directions qui sont influencées aussi par les instruments qu'on utilise. Moi, je fais de la clarinette, donc forcément, clarinette, il y a un côté... on arrive vite au klezmer quand on joue de la clarinette, quoi. On le voit d'ailleurs, je crois, dans le mini-clip d'Ada Pop. Ouais. Et tu joues de la clarinette, je crois. Ah, c'est de la flûte. Ah, c'est de la non, flûte. c'est de la flûte avec. Ah, ouais. autant pour moi. Mais on a sorti J'ai un petit confondu truc. flûte avec et clarinette. Ouais. Ok. Mais on voit pas très bien. Ouais, Mais il y on voit a, pas il y a- très bien. ouais, non, mais il y a sur la plupart des titres, il y a de la clarinette. Peut-être Ouais. pas tous, mais Mais c'est un peu l'instrument qui revient. Parce qu'au début, c'était du sax. T'es venu avec tes deux sax. Ça marchait Et pas puis du tout. en fait, ils sont rentrés chez eux. Ouais. Et, On a dit non. Vous et la dégagez, les gars. clarinette, ça apportait une originalité, même qui se mélangeait un petit peu au côté boisé, pour Ouais. revenir à ça. Et ouais, ça marchait bien. Ouais. Avec la clarinette, ça peut t'emmener soit dans un côté très classique, soit dans un côté plus klezmer, justement. Tout à fait, ouais. Ça peut t'emmener dans différents endroits. Ouais. Mais en même temps, je dis ça, c'est vrai pour tous les instruments. Ouais, oui, non, mais c'est vrai que la clarinette, il y a une connotation comme ça. Après, on essaie d'en jouer, t'essaies d'en jouer. Ouais, elle trouve bien sa place tout dans le projet. Ouais. Ouais, puis on a aussi déjà mis une petite disto métal sur la clarinette pour faire un solo Ouais. qui était pas du tout klezmer pour le coup, quoi. Non. Ouais, on Mais, essaie d'explorer aussi des trucs. Ouais, comme on aime bien bidouiller, quoi. Mais je vous Du ai vu bricolage. bricoler, ce que je disais dans ton portrait, Mm. différents instrus sur Insta, et notamment un instru, j'oublie toujours son nom, le petit clavier avec le tuyau. Le Melodica. Oui, Melodica, Ouais. super, merci. Notamment sur une story, je crois, en reel, Ouais, sur ouais. Instagram, je t'ai vu en jouer. Donc Ouais, vous dans essayez une salle de effectivement de bain. bricoler avec tout ce qui vous passe par la main presque. C'est un peu l'idée, ouais. Mm. Ouais, c'est un peu Il y l'idée. a un morceau sur lequel on joue du tabouret. Ouais.
Bah, c'est la danse de la pluie. Et de la machine à écrire aussi. La machine à écrire. La machine à écrire. Sur la danse de la pluie, tu réécouteras la danse de la pluie, vous réécouterez Il y a la du danse de tabouret. la pluie. Il y a du tabouret. Ça sonne comme un caron un peu ou... Ça sonne pas comme Non, un caron. ça sonne comme un vieux bout de bois tout Non, sec. ça sonne comme un tabouret. Ouais, Ah oui, ça- ça. Ouais. Donc, paresse, mais pas si feignant que ça quand même. Alors non. Alors c'est vrai que ça c'est vraiment ouais. C'est vrai qu'on n'est pas du tout feignant. Ouais. Et c'est d'ailleurs c'est quand on a choisi ce nom par dépit, on s'est dit que c'était aussi assez pertinent dans la mesure où ça nous correspondait pas du tout, Ouais. parce qu'on est tous les deux très productifs. Mm. C'est-à-dire qu'on est capable en une semaine de faire 3 morceaux parce qu'on s'engraine sur un truc. Et en fait, le problème, c'est qu'on a tous les deux beaucoup d'idées à la con et qu'on est tous les deux beaucoup dans l'acceptation. C'est vrai qu'on on remet pas en disant on va pas Et faire il ça. vous faut Si, hein. quelqu'un comme Kevin qui un peu vous remet... Pas trop en fait. C'est vraiment Pas à la assez. fin. Non, mais je crois qu'on s'autorise tout quoi, parce que là on est Ouais. vraiment dans en plus la phase sympa on cherche un peu nos limites quoi. C'est comme un enfant de 3 ans et on sait de quoi on parle. On n'a pas encore pris de pot de jus, donc L'acceptation du nom. Ouais, Encore. exactement. C'est très important. Et ouais, c'est ça. On expérimente. C'est cool. L'art permet de faire passer des messages, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir mal compris dans votre art, de vouloir faire passer un message et que finalement le public en comprenne un autre ou s'approprie un autre message? Ouais, moi ça m'est arrivé, enfin ça nous est arrivé avec le projet précédent, Rouge Congo. Rouge Congo. Enfin le projet actuel, un projet side project, je sais pas comment on pourrait dire Ouais, maintenant. side project. Mon autre projet, sur un morceau qui s'appelait Back to the Sun et qui était un morceau qu'on voyait comme un morceau ultra dark. Et on avait fait un clip du coup complètement dark quoi. Et on a eu pas mal de retours médias qui étaient d'ailleurs même positifs, mais qui étaient très étonnés de la tonalité du clip, alors que c'était un morceau qu'ils voyaient comme un morceau solaire. Après, c'est pas, ça peut paraître logique qu'il s'appelle Back to the Sun de dire que c'est un morceau solaire, mais c'était un morceau plutôt dark en fait. Mais est-ce que c'est grave que le public Non. interprète différemment? Au final, chacun se fait son Ouais. propre Non, avis. ça m'a jamais trop perturbé en fait. Lao Tzu, qui est un sage chinois, vous connaissez? Ouais. Disait: il n'y a point de chemin vers le Ça fait bonheur. longtemps que je l'ai pas vu, mais oui. Oui, bah oui. Ouais. Donc il n'y a point de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. Est-ce que dans vos arts, le bonheur vient du processus de création ou de l'œuvre finie? Ah, bonne question, t'allais dire. Ouais, c'est une très mauvaise question. Ce bon vieux Lao Tzu, bah, il a Qu'est-ce raison. qu'il devient? Je sais plus ce qu'il devient, franchement, j'ai plus aucune nouvelle. Bah, il a Je crois qu'il il m'a a clôturé bloqué son sur TikTok. Donc, Il m'a bloqué sur Ouais. Facebook. je crois envoyé qu'il l'époque. a ouvert un food truck. avec des graines de chia. et- Ouais. Moi, je dirais que c'est. Enfin, moi, mon point de vue, c'est le processus de création qui me plaît le plus. Ouais. Plus que Après- l'œuvre finale. Après, l'œuvre finale, ça dépend si on considère que l'œuvre finale, c'est la sortie sur les réseaux et sur les plateformes, c'est sympa, mais c'est. Bon. Après, on considère que l'œuvre finale, c'est sa présentation dans un spectacle vivant avec un concert devant des gens. Là, je pourrais dire peut-être que c'est ça qui peut être cool dans certaines conditions. Parce que bon, les concerts, j'en ai fait beaucoup et il y en a des super et il y en a pas des souvenirs non plus très mémorables. Ouais. Donc, faut être honnête. Mais ce que j'aime le plus, en fait, même en dehors de ça, c'est quand même plus le processus créatif. Mais est-ce que à l'heure, excuse-moi Charles, je te redonne la parole Ouais. après, mais est-ce que à l'heure des réseaux sociaux et de toutes les technologies qu'on a, le processus de création ne peut pas aussi devenir l'œuvre sur Twitch, sur Insta, un live, faire un processus de création en live, ça peut aussi faire partie de l'œuvre? Ouais, tout à fait. Ouais, après, c'est beaucoup de mise en scène. Hein. Si tu veux, si on fait semblant de produire un morceau, machin, pour les réseaux, enfin, c'est pas vraiment ça le processus de création. Enfin, je le vois, ça m'est déjà arrivé de documenter un processus de création. C'est de la mise en scène de soi. C'est pas. Ouais. C'est quelque chose qui vient parasiter presque le processus de création, quoi, tu vois. Tu te mets à réfléchir à ceux qui regardent. Et, Ouais. ouais. Ouais, Mais- puis en plus, je pense que tu te sens pas du tout dans ton monde, quoi. Enfin, ça doit être un peu bizarre. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi un vrai plaisir à la contemplation de l'œuvre terminée. Tu vois, je te disais, quand j'ai fini un tableau, je le fous dans mon garage parce que j'ai pas envie de le voir. Mais avant de le foutre dans mon garage, je le regarde et je fais je suis content d'avoir fait ça. Au même titre que quand on a fini un morceau, je l'écoute et je me dis je suis content d'avoir fait ça.
Alors Et- c'est vrai, ouais, c'est vrai aussi, mais peut-être une certaine mesure, parce que si tu écoutes trop le truc après, ou enfin, si tu regardes trop ton œuvre, je pense qu'au bout Ah d'un non, moment, tu mais passes à autre chose. Quoi. ça dure pas diplôme, hein, Ouais, c'est mais ça. il y a quand même Oui, non, cette c'est vrai, petite c'est vrai. satisfaction là, qui est la même satisfaction infantile de regarde maman, j'ai fait un dessin. Ouais, mais alors du coup, ça serait peut-être même la différence entre le. Je pense que peut-être le processus créatif, c'est le bonheur, et la chanson finie, c'est le plaisir, tu vois. le bonheur n'existe pas. Ouais, ben, je sais pas. Que dit là Il n'y a que des moments de Et- joie. Ouais, tout à fait. Bah donc ça, il y a un moment de joie plus continu qu'est le processus créatif, et un moment de joie plus. Après, le processus créatif peut être pénible aussi. Hein. Ça peut être pénible, ouais. Ça Je- peut être pénible, et donc tu seras dans ce cas-là beaucoup plus satisfait Genre du final. le mixage, ça peut être chiant, quoi. Ouais, mais on est déjà plus trop dans le processus créatif. Il y a du créatif quand même, mais oui, ça peut être chiant le mixage. Ouais, c'est vrai. C'est comme l'impression pour un livre. Ouais, je dirais que l'impression, c'est peut-être le mastering. Alors, Ouais. Mais non, en fait, dans la musique, mais c'est un peu comme dans tous les arts, quand il y a plusieurs étapes comme ça, et tu peux trouver du créatif quand même. Alors, il y a des chansons qui sont plus dures à mixer que d'autres. Et là, dans ce projet, dans Paresse, du coup, je fais aussi le mixage. Et ça, c'est un peu nouveau pour moi parce que j'ai jamais mixé. En fait, j'ai toujours fait de la prod ou arrangé, composé, etc. Mais prendre aussi la casquette de mixeur, c'est particulier parce que ça impose un autre regard et un décalage par rapport au projet qui demande un peu de. Bah, déjà quand je mixe, souvent, je laisse un peu de temps et je reprends les titres. Ouais. Et là, je me dis, là, c'est du mix. Donc, je change un peu ma session, je change les couleurs et je mixe. Et c'est vrai que ça peut être créatif, mais des fois, c'est surtout contraignant. Mais le processus juste d'inventer et d'être dans ce moment où on trouve des trucs qui marchent et c'est cool, C'est le meilleur moment. ouais, c'est pépite. En off, j'ai comparé un peu ce que vous faisiez à Mathieu Bogart. Alors, je vais pas parler d'influence, Charles, rassure-toi, mais est-ce que inconsciemment, c'est quelque chose vers quoi vous essayez de tendre ce genre de musique-là? Bah, je dirais que s'il y a une similitude, c'est peut-être une similitude dans une certaine forme de dépouillement, quoi. C'est exactement ça, moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Ouais. Sur les prods de Mathieu Bogart, il n'y a pas d'effet vocal, il n'y a pas d'effet emphatique dans le texte non plus. Et sur les prods, il y a ce qu'il faut et pas plus, quoi. Hein. Ouais. Mais la recherche aussi d'accords, d'harmonie, très personnel, en fait. Je trouve qu'il y a un truc aussi un peu comme ça dans Paresse. Et oui, et le dépouillement, c'est hyper important dans les prods. Et de laisser beaucoup d'air. Dans Mathieu Bogart, des fois, c'est fou, quoi. Il y a vraiment... On n'arrive pas du tout à sa cheville encore dans ce dépouillement, mais il y a des moments où il y a tellement d'air comme ça, on est suspendu un peu à ses lèvres, on attend la suite, quoi, le morceau, qu'est-ce qui va venir nous cueillir, la basse, Ouais. la guitare, le clavier, la batterie, et c'est magnifique, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Ouais. Mais c'est dur, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, de dépouiller, parce que plus tu dépouilles, plus tout ce que tu mets est important. Et donc ça demande une réflexion, et c'est complètement différent que d'empiler des couches dans un style plus massif, quoi. Pour conclure sur votre processus créatif, le style de musique que vous faites, avant de passer à la suite, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je sais que tu as envie d'en parler, Clément. La dada pop. Ah, la C'est dada. quoi Bah, je ne sais pas. On en a un peu parlé tout à l'heure déjà du dadaïsme. Bah, ça résume un peu ce qu'on expliquait dans notre processus créatif, c'est le collage. Le collage, l'absurdité, le fait d'être un peu peut-être en forme de rejet des codes, mais en même temps d'épouser certains quand même. Ouais. Mais le dadaïsme et le dada, c'est aussi d'être un peu contestataire, en fait. Je sais pas si on l'est vraiment, mais en tout cas, on a cette volonté d'être contestataire, je sais pas, je dirais plutôt irrévérencieux. ouais. Et je pense que ce qu'il y a de plus dadaïste dans ce qu'on fait, c'est surtout, je pense, le côté balèque, quoi. Ouais, bien sûr, c'est Parce ça. que ce mouvement est né comme une blague, quoi. Ouais.
C'est des potes artistes qui se sont retrouvés un soir et qui se sont dit viens les gars, on fait un mouvement artistique. Ils ont dit comment on va l'appeler. Ils ont ouvert un dictionnaire au pif. Ils ont foutu leur doigt sur un mot, c'était le mot de Dada. Et c'est comme ça qu'ils ont créé leur Ils sont bien mouvement, tombés parce que. Nous, on a galéré à trouver le nom du groupe et eux en 2-2. Quoi. On a essayé de faire ça, mais on est tombé sur Proctologie. On s'est dit, pas ouf on a comme failli nom de s'appeler groupe. comme ça. Mais, ça aurait pu marcher. Ouais. Mais oui, mais il y a dans le Dada, il y a aussi ce truc de dire qu'ils veulent tuer l'art. Quoi. Au début du dadaïsme, c'était ça. Ils voulaient c'est ambitieux. C'était tuer l'art, mais en faisant de l'art. Quoi. Enfin, c'était complètement con et juste complètement irrévérencieux, oui, je pense. Mais il y a un peu de ça. En plus, je dis pas connaître tous les codes de la musique et de l'industrie musicale, mais en tout cas, je suis dedans depuis assez longtemps. Et en plus, avec le label, j'ai vu des choses que je connaissais pas et j'ai appris des choses. Et, la belle attitude. La belle attitude, oui. Et c'est aussi un peu cool de s'en foutre un peu, en fait. Oui, mais je pense que c'est surtout une manière de dénoncer le fait qu'on se prend pas au sérieux, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est ne rien prendre au sérieux. Ouais. Et on le voit dans la petite pastille que j'invite tout le monde à aller voir sur vos réseaux. Petite pastille avec la nouvelle voix de la chanson rémoise. Bien sûr. Petite pastille tirée de Dada Pop, justement. Avec un grand talent. Un grand talent, qui vraiment une voix incroyable. Qui une voix, quoi. La future voix, ouais. On fait tout ce qu'on veut avec les nouvelles technologies. Oui, c'est fou. Hein. En parlant de nouvelles technologies, on a déjà un peu parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. On va pas revenir dessus, mais quel est votre regard sur un autre outil sur lequel il est difficile de passer aujourd'hui, l'intelligence artificielle? C'est quoi votre regard là-dessus? Moi, je le vois de deux manières. Je le vois, je peux le voir en étant très triste parce que dans la musique, mais je pense que c'est pareil dans les arts visuels. Ça fait flipper dans la musique. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus fort dans la musique que dans les arts visuels. Là, il y a un truc là j'ai vu récemment, il y a Because qui a fait un post sur une artiste qui a fait une prod à la Georgia Smith et qui a mis une voix imitant Georgia Smith avec IA et qui a fait semblant de faire leaker le prochain titre de Georgia Smith pour avoir des vues. Et c'est hallucinant parce que tout le monde s'est pris et elle commençait à être dans les playlists sur toutes les grosses plateformes. Ah, c'est très efficace. Et ils se sont rendus compte au dernier moment que c'était pas un morceau de Georgia Smith. Même Georgia Smith a hésité. Elle a hésité. Mais c'est moi, non? Oui, peut-être, je pense, ouais. Non, mais c'est fou. Et là, j'ai vu ça cet après-midi, donc c'est récent, mais il y a aussi un truc cool et qui peut motiver un peu le projet aussi qu'on est en train de faire, même si on réfléchit pas trop comme ça. C'est que peut-être que l'IA, ça peut faire la part belle au bricolage aussi. Ouais. Et que tout ce qu'il y a d'humain dans une chanson peut avoir beaucoup plus d'importance après l'IA. Parce que l'IA, c'est cool, on peut faire sonner... Mais en fait, c'est pas très compliqué de faire un reggae, de faire avec tous les codes, c'est pas très compliqué. Une fois que tu sais faire de la musique, tu peux faire tous les styles. Ce qui est très compliqué, c'est d'avoir un truc personnel. Enfin, d'avoir un vrai comment dire, message, pas un message, mais une singularité, une vraie singularité. Dans le mode d'expression. Et l'IA fait des choses très très bien. Et pour l'instant, je l'ai pas utilisé en musique, dans mes prods. En tant qu'assistant, c'est un outil formidable. Ouais, en tant qu'assistant, je l'utilise comme tout le monde, je pense, un peu de temps en temps. Mais en musique, pas trop. Mais je pense qu'on peut faire des trucs de fou en musique, mais malheureusement, c'est difficile. C'est plus facile de différencier une image créée par IA qu'une vraie image, qu'une musique créée par IA d'une vraie musique. Et ce qui vous différencie, tout à l'heure, on en parlait de l'IA encore, c'est l'accident. Exactement. L'accident dans le parcours de création, c'est ce qui vous différencie encore de l'intelligence artificielle et ce qui fait la beauté des projets menés par l'homme, avec un grand H. Et je pense que peut-être que aussi le côté Dada Pop, c'est aussi de coller des trucs qui n'ont rien à voir, qui fait que du coup, ça sonne pas comme un truc qu'on allait écouter 1000 fois, quoi. Ouais. Et c'est aussi ça qu'on aime bien. Je pense qu'on a envie d'explorer aussi. Et avec l'IA, je suis pas sûr que tu puisses avoir un truc qui sonnera sincère avec le même bagage personnel comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être que oui, mais l'accidentel, il va avoir, à mon avis, beaucoup plus d'importance, quoi. Et tant mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est pas trop une question. Enfin, là, j'ai l'impression que c'est une question qui se pose de manière très intense aujourd'hui, parce que c'est nouveau.
et que c'est un truc qui bouleverse complètement l'industrie musicale, tout ça, machin, parce que c'est pas encore légiféré correctement, tout ça, quoi. Mais après, si moi, en tant qu'auditeur, si je regarde la somme de ce qui est produit, bon, bah, les trucs que produisent l'IA, qui ressemblent à des vrais trucs, bah, les vrais trucs, les vrais trucs, je les écoutais déjà pas avant, quoi. Ouais. Parce que c'est des trucs très standardisés, c'est pas la musique que j'aime, quoi. C'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Ouais. Donc, ce qui est fait avec l'IA aujourd'hui m'intéresse pas plus. Ça comble des playlists sur Oui, c'est ça. Spotify. Mais c'est aussi la problématique aujourd'hui, c'est que sur Spotify notamment, et même d'autres réseaux de streaming, c'est que l'IA prend la place de vrais artistes. Il y a beaucoup de morceaux créés par IA qui sont hyper streamés et qui, du coup, volent, entre guillemets, les bénéfices monétaires que pourraient se faire les artistes. C'est complètement scandaleux. En plus, on est un peu tenu comme ça d'être sur Spotify. En fait, on n'a rien d'obligatoire, quoi. Mais quand tu mets tes morceaux sur les plateformes, tu as le choix, hein. Tu peux ne pas mettre sur Spotify. Mais c'est vrai que dans un groupe en développement, c'est très bien. Et franchement, ceux qui le font, respect pour eux, quoi. Mais c'est dur, quoi. Ce serait comme utiliser Tumblr aujourd'hui à la place d'Instagram, quoi. Ouais, mais pourquoi pas. Mais franchement, c'est politique, quoi. Mais c'est très compliqué en 2025 d'exister en tant que projet, déjà. Après, ça dépend ce qu'on va en faire. Mais si tu as un projet que tu veux porter loin, c'est très compliqué d'exister sans Spotify, malheureusement. Et ils ont réussi à se rendre indispensables. Ouais. Relançons MySpace. Bah ouais, MySpace, c'était bien. Mais au même titre que c'est quasiment impossible de te faire repérer en tant que projet sans les réseaux sociaux. Ouais, quoi. bien sûr. Après, il y a le ouais, c'est vrai. Il y a le live quand même qui existe, mais bon, pour le live, maintenant, ça a changé. Moi, j'ai vu la différence en 15 ans sur le début de quand j'ai commencé à faire des concerts, peut-être en 2010-2011, et c'était beaucoup plus simple de jouer, les groupes étaient beaucoup plus acceptés, les grosses formations, maintenant il faut être un ou deux. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Puis la manière de consommer la musique a changé de toute façon aussi. Ouais. Et puis même je le vois dans les sorties, même dans l'entourage. En tout cas, quand on sort des nouvelles choses, c'est vite remplacé, quoi. Ouais. Puis pour les professionnels, même pour les professionnels de la musique, et c'est comme ça dans tous les arts, hein, souvent ce qui va primer, c'est plus que la qualité du travail artistique, c'est le nombre de followers, quoi. Ouais, c'est ça. Les artistes qui sont mis en avant sont des artistes qui ont construit une fame, quoi. Ouais. Et je le vois même dans le monde des médias, hein. Plus un média est suivi et plus on lui accordera de choses alors qu'il n'a pas forcément un travail plus oui, ça n'a rien à voir avec la qualité, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est savoir générer une fame, quoi. Ouais. Après, bon, tout est un cycle. On peut se dire que ça passera. Et d'ailleurs, je pense que la nouvelle génération se passe un peu plus volontiers des réseaux sociaux que nous. En tout cas, je l'espère. Donc, on verra comment ça évolue. Il ne faut pas être fataliste. Ouais, non, je pense que ça. Ouais, tant qu'il reste de l'humain, c'est cool, en fait. Et sur les réseaux, tu peux avoir de l'humain, en fait, aussi. Donc, faut pas que. Non, faut pas déprimer. Ça va aller. De toute façon, on utilise ça et des fois on fait des belles rencontres. Il se passe des choses et tout. C'est cool, en fait. Les réseaux, ça peut être bien aussi, hein. La danse de la pluie, déjà dispo sur toutes les plateformes. C'est quoi l'avenir du projet ? Donc un nouveau single, 2 titres qui sort pour Noël. Donc tu disais le bal. Alors, en fait, c'est 2 titres. C'est Bal masqué et Avec les loups. Ouais, ça. Le single, c'est plutôt Bal masqué. Et du coup, comme on est très original, dans le 45 tours, on va l'appeler comme ça. Il y a une phase B. Il y a une phase B, c'est Avec les loups. Du coup, on l'a appelé Bal masqué avec les loups. Comme les 2 titres. Comme ça fait une. Voilà. Un petit jeu de mots. Voilà. Un petit jeu de mots aussi, le loup, le masque. Ouais, exactement. L'IA ne l'aurait pas créé, ça, tu vois. Exactement. Et une très belle pochette faite par Le Valet, un artiste qu'on connaît bien. Ah ouais ? Ouais. Toi, ne me dis rien. Connais pas. Voilà. Et puis un prochain EP aussi. On va sortir beaucoup de choses parce qu'on a écrit beaucoup de chansons quand même. On a écrit, je sais pas, une trentaine, peut-être plus, entre ce qu'on a commencé et pas fini et ce qu'on a produit. En termes de chansons produites, on en a plus d'une vingtaine déjà. Au début, on voulait sortir des albums, tout ça. Puis en fait, on s'est dit que c'est cool aussi quand tu parlais tout à l'heure de l'idée de concevoir un EP. En fait, cet EP-là, en fait, on a eu beaucoup de titres et avec Charles, on s'est dit, c'est Charles qui m'a dit ces titres-là, ils vont bien ensemble.
Et après, on est tombé d'accord, et puis on a agencé un peu le truc. On s'est dit, oui, c'est vrai qu'il y a le truc un peu climatique avec la danse de la pluie, et que ça allait bien, ces 5 titres allaient bien ensemble. Là, en l'occurrence, Bal masqué avec Les Loups, finalement, qui sont des titres qui ont été faits avant ceux qu'on a sortis. Voilà. Ils allaient aussi bien ensemble. Puis après, il y aura d'autres titres qui vont explorer un peu d'autres choses. Mais en fait, on va essayer d'être productif, parce que c'est ça qu'on aime faire. Et voilà, on va inonder les plateformes. D'accord, donc 2 titres à venir, un vinyle. Un support physique pour écouter votre musique. Non, c'est pas encore. prévu pour l'instant. Ouais, pas encore, mais Pas encore. un support physique, mais digital alors. Un support physique digital, Voilà. ok. Dématérialisé. Pour conclure, si vous deviez décrire Paresse en un mot, ou alors si vous avez un truc encore à rajouter sur Paresse. Dada pop. Ça fait 2 mots. Ah merde, t'as raison. Non, si vous voulez rajouter un truc, allez-y, c'est le moment. Balek. Non, Non, je pense qu'on a tout dit. ouais, on a été assez Je exhaustif. crois que Balek, ça résume bien Balek, ouais. le projet. Avant de se dire au revoir, est-ce que vous avez un lieu à recommander à Reims ? Si, on pourra en donner un, mais c'est très local, c'est chez vous. Ouais, La Frégate. La Frégate, mon studio. Non, je pensais plus à l'Axo. Ah oui, l'Axo, Ouais, bien sûr. ouais. Voilà. Rue du Jard. Rue du Jard. Voilà. ouais. C'est Parce notre bar de quartier. C'est notre bar. On n'a pas le choix. C'est un PMU, Et en il plus, faut c'est dire, dont les gérants sont les parents d'un étudiant en médecine, ou d'un ancien étudiant en médecine, c'est ça, hein. À l'époque, en tout cas, quand moi j'allais à l'Axo, ça a peut-être changé. Ouais. Et ils faisaient tous les mardis soirs une soirée et ça relançait le bar. Et là, ils ont repris. C'est des gens qu'on connaît, des copains. Mais on est obligé D'accord. d'aller dans ce bar parce que sinon, on a des bracelets électroniques et on prend des décharges Ouais. si on va boire des bières ailleurs. Donc c'est un peu notre QG. Voilà. Donc on recommande l'Axo. Eh bien, allez, on se donnera rendez-vous à l'Axo. Merci Clément, merci Charles. On se dit à bientôt. Merci. Merci à toi. Sébastien. Merci. Porté par une voix faussement désabusée et des arrangements ciselés, leur dada pop cultive l'art du contretemps musical, visuel, mais surtout existentiel. Leur dada pop, dada pop. Leur dada pop, dada pop. Leur dada pop, dada pop. Dada, dada, pop. Leur dada pop, dada 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 pop. Dada, 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 pop. Dada, 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 pop. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.